présenter la conférence et modérer les débats. C'était normalement Madame Leïla Mouhib qui devait le faire. Elle a fait défection hier, je pense, ce qui ne nous a pas permis de trouver quelqu'un pour la remplacer. On suppose qu'elle a reçu quelques pressions de l'ULB où elle travaille, ce qui explique son absence. C'est pas évident de trouver une salle quand on traite le genre de sujet dont on traite. En l'occurrence ici, c'est pourquoi la gauche a un problème avec l'islam. Et donc, nous remercions chaleureusement Social Event de nous prêter la salle. Il faut savoir aussi qu'on est tous bénévoles ici. Pierre vient gracieusement pour venir parler avec nous. Nous fonctionnons sur fonds propres, ce qui explique qu'on nous vous a demandé un droit d'entrée. Et ça finance en l'occurrence les frais de déplacement de Pierre ici. Si vous voulez soutenir nos activités, Géraud fera passer un petit chapeau à la fin de la conférence. Ça nous permettra de financer les activités futures. Alors, juste 2 mots sur les indigènes de Belgique et Cardix. Donc, ce sont 2 associations qui s'adressent aux indigènes et aux blancs décoloniaux et qui visent à permettre aux groupes minoritaires et minorisés de s'exprimer et qui proposent une lecture décoloniale du pouvoir, donc une déconstruction du discours dominant. Alors, on a prévu un cycle de conférences, celle-ci est la 2e, qui va beaucoup tourner autour de la question de l'islamophobie, qui est donc l'expression la plus marquée du racisme actuellement. Et ça tourne aussi autour de l'articulation des luttes, parce que donc, le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc., sont des fonctionnements parallèles, et on pense qu'il faut que les différents groupes minorisés puissent travailler ensemble pour lutter contre les dominations. Alors, je vais présenter maintenant Pierre Thévagnan et Sohail Chicha, qui seront donc nos 2 intervenants. Sohail Chicha est là pour répondre et animer le débat avec Pierre Thévagnan. Donc, Pierre Thévagnan est enseignant, philosophe. Il est co-animateur du site Les mots sont importants, qui est un excellent site de déconstruction du discours dominant. Et il est l'auteur de plusieurs livres, dont La haine de la religion, dont il va parler ici. Et Sohail, qui va donc répondre à Pierre Thévagnan, est prof d'économie de la discrimination à Lyon et a été exclu de l'ULB pour avoir dénoncé l'islamophobie d'une conférence bien connue de tous maintenant, la burqa blabla. Et donc voilà, je propose que Pierre démarre. Oui, donc Pierre et Sohail vont discuter, et à la fin de la discussion, on va avoir des questions avec la salle. On prendra une série de 3 questions à la fois. Je propose qu'on commence par, une fois que les orateurs auront terminé, des questions aux orateurs, et ceux qui veulent s'exprimer ou faire une intervention qui soit moins du type question, le fassent à la fin en guise de conclusion. À toi, Pierre. À moi? À toi. Ah, j'avais compris, d'accord. Bon, c'est difficile de commencer, d'autant que je pensais que tu me poserais des questions. Ok, donc, okay. Donc, voilà, je peux dire 2 mots sur le livre que j'ai écrit, disons, qui est à l'origine de cette invitation, je pense. C'est plus spécifiquement ce livre-là. Ouais. Donc, il s'appelle La haine de la religion, et il est intitulé, donc pas de l'islam, mais de la religion. Donc, je vais expliquer peut-être rapidement pourquoi. Et puis, il est sous-titré Comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche. Donc, ça fait référence à des débats franco-français, mais qui s'exportent malheureusement, ou dont on trouve des équivalents, peut-être ici, il me semble, dans toute une série de pays, même si je pense qu'il y a quelque chose de spécifiquement
français. Mais voilà, des choses spécifiquement françaises peuvent se retrouver peut-être ici. Mais disons que ce n'est pas non plus forcément des problèmes qu'on retrouve dans toute la gauche de tout l'Occident, par exemple, ou de toute l'Europe, en tout cas pas au même degré. Donc c'est ce fameux problème du peuple de gauche et des institutions de la gauche, des organisations de gauche, les partis, les syndicats, etc. Ce peuple de gauche, je peux dire rapidement que j'en viens, donc c'est un peu une lettre à la famille que j'écris. J'aurais pu être, moi, de par ma socialisation, sans entrer dans le détail et dans les lignes de fuite possibles de ma biographie et de ma descendance, mes ascendants, mais non pas ma descendance, mes ascendants, mes ascendants, donc mes ascendances. Mais disons globalement quand même, j'aurais pu être Charlie. Voilà, j'aurais pu être Charlie, puisqu'il fallait dire si on est Charlie ou si on n'est pas Charlie il y a quelque temps en France. Moi, je peux dire j'aurais pu être Charlie, mais je ne le suis pas. Je ne le suis plus, je ne peux pas l'être, je ne peux plus l'être depuis assez longtemps. Donc ce peuple de gauche français, ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi dedans, j'ai biberonné dedans. Je viens d'un milieu plutôt de gauche, même s'il n'était pas forcément militant. De par ma profession enseignant, je suis vraiment au cœur de la bête de ce qu'on appelle le peuple de gauche en France. C'est vraiment un des bastions de l'électorat de gauche. Et de par mes choix personnels, ensuite, je me suis moi engagé, plus que justement mes ascendants, dans ce qu'on appelle cette gauche de gauche, cette gauche des différents partis et syndicats et mouvements sociaux qu'on trouve, cette gauche voilà, que je définis, qu'on peut nommer de mille manières, mais que je définis comme la gauche qui a un petit peu pour destin d'être dans la rue et de ne pas être entendu, y compris quand une autre gauche est au gouvernement. Voilà. Donc c'est une gauche qui, si on veut citer des partis français, ça peut inclure jusqu'aux écologistes, le parti de gauche, front de gauche. Les choses se sont simplifiées dernièrement, puisque dans les noms, dans les appellations, c'est de plus en plus simple, c'est parti de gauche, front de gauche, donc voilà, c'est la gauche. Mais avant, il y a un an, il reste un parti communiste, et puis le NPA, nouveau parti anticapitaliste, etc. Donc la gauche, l'extrême gauche, on l'appelle comme on veut. Bref, la gauche qui est dans la rue et pas dans les ministères. Voilà, cette gauche-là, donc que je connais bien pour en être, pour la côtoyer, pour avoir participé à des tas de luttes avec les uns et les autres. Eh bien, effectivement, elle me pose question. Depuis un moment, sur toute une série de questions, mais disons que c'est devenu de plus en plus criant depuis une dizaine d'années, ce qu'on a appelé les affaires de voile et de foulard. Voilà, donc c'est ce qui a vraiment été le déclencheur de ce livre-là, de cette réflexion-là. C'est vraiment, non pas que je n'avais pas auparavant des motifs de m'interroger, d'être critique, d'être déçu, mais disons que voilà, c'est devenu massif à l'occasion de tout ce qu'a cristallisé ce fameux foulard en France. Donc il y a 10 ans, c'était alors la reprise, parce que moi je suis d'une génération qui a connu qui d'une certaine manière, justement, voilà, si je parle aussi en termes de génération, je suis d'une génération qui a vu adolescent, jeune enfant, donc qui s'est socialisé, qui a découvert la politique avec l'arrivée d'une certaine gauche au pouvoir. Donc je me souviens de ce jour-là. Bon, j'étais petit, mais je m'en souviens. Et puis très rapidement l'émergence d'une extrême droite et d'une immigration au cœur du débat politique, comme objet de polarisation de tout le débat politique, immigration, insécurité, sans arrêt mis ensemble. Donc je suis cette génération-là, les déceptions de la gauche au pouvoir. Et puis, quand j'ai été en âge de voter, c'est quasiment la même date, la première affaire de foulard, la 89, la chute du mur, l'affaire Rushdie, et dans la foulée, tout ça c'est pour resituer, la première affaire de foulard en France à Creil, qui à cette époque-là clive la gauche. Il y a déjà une partie de la gauche qui
y a des positions qu'on peut juger surprenantes, que moi je continue d'affirmer surprenantes et contradictoires avec des professions de foi qui sont celles normalement des grands principes de ce qu'on appelle la gauche, le progrès social, la liberté, l'égalité de traitement, la justice sociale. La guerre du voile, donc à ce moment-là, elle connaît un premier déclenchement. À cette époque-là, beaucoup de gens qui sont devenus ensuite des fous furieux de la chasse au voile sont encore sur des positions que j'appelle des positions classiquement de gauche, à savoir, on peut illustrer ça parce que Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, dit à l'époque, il est exclu d'exclure. Voilà. La règle de base. Après, on voit ce qu'on fait, une fille a un foulard dans une école, mais le principe de base, c'est qu'il est exclu d'exclure. Donc, voilà, quand on se souvient de cette formule-là, on voit le chemin qui a été parcouru par cette classe politique, dans le sens de ce qu'on peut appeler alors une droitisation, une lepénisation, aucun des termes n'est parfait, n'est adéquat, mais en tout cas, une dégénérescence ou un glissement vers une crispation, aucun terme n'est parfait, mais en tout cas vers une position de moins en moins tolérante. Là aussi, on pourra discuter du terme de tolérance, mais il a ses limites, mais de fait, il reste bien une différence entre la tolérance, justement, qui est compatible avec le préjugé, y compris raciste, mais qui est justement un préjugé raciste tempéré par un espèce de principe d'auto-limitation. Ce foulard ne me plaît pas, il me renvoie à moi un imaginaire, des connotations, un jugement négatif, mais je prends sur moi, j'estime que j'ai à tolérer ça. Et puis on est passé en gros donc dans cette gauche-là, la gauche de Jospin et de beaucoup d'autres à l'époque, il exprime à l'époque un point de vue qui était quand même beaucoup plus répandu à l'époque, à une intolérance franche et décomplexée, et même vertueuse, vécue justement comme une intransigeance, comme la bonne intransigeance des anti-munichois, hein, pour reprendre une formule qui est lancée à l'époque en 89, c'est Munich, hein, renoncer, capituler face à ces deux petites collégiennes qui portent un foulard à l'école, capituler, c'est-à-dire les accepter en cours, c'est Munich. Munich, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le nom propre qu'on donne en France pour les capitulations graves sur le plan moral et politique, puisque c'est les fameux accords de Munich de je ne sais plus quelle année, les années 30. Je crois plus dire Vichy. Voilà. Donc en gros, et ça, ce chemin-là, symbolique, idéologique, il a été fait. C'est maintenant acquis pour énormément de gens, y compris à gauche, que être brutal avec une femme voilée, c'est être un résistant. Voilà. C'est être un résistant face à l'obscurantisme, c'est être un libérateur de la femme, etc., etc. Bon, alors voilà, j'avais dit que je vais essayer de ne pas parler des plombes, mais en gros, donc c'est ça le déclencheur. En 94, l'affaire est relancée, et en 2003, elle est relancée une troisième fois. On est après le 11 septembre, et la troisième est la bonne. L'offensive là prend une ampleur médiatique qu'elle n'a pas connue les deux autres fois, et le consensus politique surtout, et notamment du fait de la gauche, qui auparavant, en 89 et 94, fournissait quand même des bataillons de gens un peu humanistes, tolérants, voire mieux que ça, qui disaient non, il ne faut pas exclure une fille parce qu'elle a un foulard de l'école. Le rapport de force, en tout cas sur le terrain justement des syndicats, des partis, des institutions du peuple de gauche, et puis sur le terrain des médias, des grands médias en particulier, il a changé. Bon, j'ai écrit un livre spécifiquement là-dessus qui s'appelle Le voile médiatique, sur l'atroce année 2003-2004 qu'on a vécue en France, d'un matraquage extrêmement violent contre le voile et contre les femmes voilées, qui a abouti au vote de la loi de 2004 qui interdit le voile dans les écoles. Et depuis, ça n'a jamais quitté plus de quelques mois la une des journaux et des médias, c'est-à-dire que c'est régulièrement relancé. Alors, de temps en temps, ça va être autre chose que le voile, hein, le minaret ou les repas halal, mais le voile est quand même le principal symbole, point de fixation d'une espèce de campagne ininterrompue depuis lors. On a une nouvelle loi sur le voile dit intégral en 2010, je crois, ou 11, je ne sais plus, en France. Et puis, bon, ça continue, de toute façon, je ne vais pas faire l'historique de ça, mais pour arriver juste au livre,
Moi, à partir de 2004, comme j'étais enseignant, j'étais aussi au cœur de la bête pour cette raison-là. Je me suis beaucoup engagé et ça a été l'occasion de nombreuses luttes, de nombreuses rencontres, de nombreux combats, avec donc des militants et des militantes surtout, des femmes, donc pas que des lycéennes, mais des femmes plus âgées qui portaient le foulard et qui se retrouvaient en but à des discriminations, évidemment, ce qu'on a appelé les applications sauvages, ou les extrapolations légitimes, illégales mais néanmoins légitimes au sens social du terme, de la loi de 2004. C'est-à-dire que le niveau de matraquage que j'évoquais tout à l'heure a, dans les esprits, justifié n'importe quelle pulsion un petit peu sadique d'agression d'une femme au motif qu'elle porte un foulard. En rendant possible l'absurde label de laïcité sur ce type de violence. Donc dans le monde de l'emploi privé, dans le secteur privé, il y a eu des affaires sur les crèches par exemple, agression sur la voie publique, injures, enfin à tous les niveaux, en dehors de son champ d'application, qui était déjà, de mon point de vue évidemment, une loi illégitime, mais bien au-delà de ce champ d'application prévu par la loi, il y a eu donc une sorte de généralisation de la chasse au voile, donc sous deux motifs qui sont et qui ont fait consensus national. C'est ça qui a été dramatique. Là aussi, on pourra revenir peut-être sur le détail, mais grosso modo, à partir de 2003-2004, sur la loi, des voix qui, haut et fort de partis, se sont élevées pour dire clairement que c'était une loi infecte, inique, à combattre, il y en a eu très peu. La LCR, par exemple, à l'époque, c'était ni voile ni loi, le slogan. Alors, c'est une opposition très molle à la loi, sachant que ça voulait dire qu'il ne se joignait pas, par exemple, à la coordination Une école pour tous, qui rassemblait tout ce qui restait de petites organisations musulmanes pour une part, syndicales et associatives, mais d'autre part, mais pas un parti politique, je crois. Il y avait des gens de la LCR, il y avait des gens des Verts, il y avait des gens du MRAP, de la Ligue des droits de l'homme, etc. Il y avait la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs et le MRAP à titre d'organisation. Mais disons qu'on n'était plus tant que ça. Et le consensus qu'on devait affronter, c'était un consensus donc très vertueux, puisque c'était au nom de la laïcité et principe d'émancipation et l'égalité homme-femme. Et alors, pour arriver au livre, parmi tous les rebondissements qu'a connu cette histoire, il y en a un qui est à l'origine plus spécifiquement de ce livre, même si dès le début, moi, me retrouvant dans mes différents milieux de militance, à devoir convaincre des camarades, comme on dit dans ce peuple de gauche, c'est-à-dire des gens qui ont été avec moi dans toutes sortes de luttes tout à fait honorables, antiracistes, pour des élèves sans papier. Alors, là, je découvre effaré que des gens ont pu se battre sans compter leur temps pour éviter l'expulsion d'un élève sans papier et être prêts à dépenser de l'énergie dans leur établissement pour faire exclure une élève voilée. Voilà. Donc je suis un petit peu Candide découvrant le monde où l'esclave de Platon sortant de sa caverne. Je découvre un certain nombre de choses qui quand même me sidèrent, qui sont à l'origine, donc c'est cet étonnement, cette sidération, qui sont un peu à l'origine de ce livre. Et surtout ce que je découvre donc, c'est que donc, y compris dans des milieux très à gauche, très militants, très sensibilisés, très politisés, et parfois même surtout, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je découvre de l'humanité et du soutien vis-à-vis de ces élèves quand ils se retrouvent en situation, par exemple dans mon établissement, menacés dans leur scolarité. Ça, je parle de l'année, par exemple, l'année des débats, avant que la loi soit votée, où il y a déjà des offensives qui se font dans les lycées à ce moment-là, puisque si vous vous souvenez peut-être moins, c'est français et ça a déjà 10 ans, plus de 10 ans, mais il y a une affaire à Aubervilliers où deux filles, Alma et Lila Lévy, sont exclues avant même que la loi soit votée. Je découvre que ce sont parfois des profs non syndiqués, non politisés, ou en tout cas pas les plus à gauche sur l'échiquier, même s'ils ne sont pas de droite non plus. Faut pas non plus rêver. Y a pas eu... Mais en tout cas, voilà, ça se recompose.
Et je vois bien qu'il y a quelque chose de particulier, et quand je disais donc peut-être même surtout à gauche, c'est qu'effectivement, ce que j'observe sur le terrain, par exemple, dans mon lycée et dans bien d'autres, c'est qu'évidemment, à une école pour tous ou localement, dans les effectifs des profs qui vont aider les filles pour qu'elles ne soient pas exclues, c'est évidemment aussi beaucoup des profs qui peuvent être dans divers courants de la gauche ou de l'extrême gauche, mais en face, ceux qu'ils ont à affronter, les plus virulents, les plus fous, les plus barrés sur cette question du foulard, les plus intransigeants justement, persuadés d'avoir une saine et sainte intransigeance, ce sont aussi des gens qui sont très 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 à gauche et très 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 militants. Et donc voilà. Et je découvre donc que ce qui rend ou ce qui accompagne cette perméabilité, je suis sidéré aussi de voir concrètement des gens de lutte ouvrière placardés, je dis de lutte ouvrière, hein, mais voilà, d'autres mouvances aussi, placardés ou proches de la LCR, placardés en salle des profs. Ça aussi, c'est illustratif, hein, c'est pas que placardés en salle des profs, mais c'est sortir dans des discussions, des éditoriaux de Jacques Julliard, alors Jacques Julliard, il faut que je le dise aussi, c'est éditorialiste à la con du Nouvel Observateur, qui crache depuis 20 ans sur les mouvements sociaux, que ces profs, que ces militants de lutte ouvrière ou du NPA essayent de poursuivre. Hein. C'est-à-dire des gens, en fait, qui devraient être des ennemis de classe, des ennemis de politique identifiés et qui le sont, mais qui tout d'un coup, sur cette question-là, deviennent dignes de confiance. Des types de raisonnement, des types de production discursive auxquels on devrait être aguerri quand on est justement, quand on a 10, 20, 5, 10, 15, 20 ans de militantisme derrière soi, par rapport à ce que les grands médias, une confiance aussi dans les reportages sensationnalistes des grands médias, qui est d'autant plus surprenante quand elle vient de gens qui sont très bien placés pour savoir que par leur traitement sur la réforme des retraites, par leur traitement sur toutes sortes d'autres questions, ces grands médias, ils ont 1000 fois fait la preuve qu'on ne devait pas leur faire confiance. Et tout d'un coup, là-dessus, djihad, hégémonie des grands frères barbus tyranniques dans les quartiers et autres thématiques de la télé, tout d'un coup, là, sur ce terrain-là, ça devient crédible. Et ça devient une ressource documentaire, hein, une ressource d'arguments. Donc ces éditorialistes à la con, ces reportages à la con, qui tout d'un coup deviennent dignes de crédit et d'intérêt. Tout ça me surprend, me fascine, et donc je disais, je vois aussi qu'à l'extrême gauche, eh bien, il y a un élément spécifique qui est à l'origine de ce livre, donc à gauche plus exactement, c'est qu'il y a d'une part les deux arguments de la laïcité et du féminisme. Alors la laïcité, déjà on pourrait dire presque autant qu'à droite que c'est surprenant, parce qu'il y a beaucoup de familles de gauche qui, en tout cas ces dernières décennies, si ça peut être un combat très important de la gauche, c'était plutôt en France au début du XXe siècle, mais c'est déjà assez curieux de voir, alors c'est très curieux de voir évidemment toute une partie de la droite qui a toujours été cléricale et absolument pas laïque, devenir laïque, mais finalement une partie de la gauche aussi, hein. Il y a bien une gauche en France qui s'est construite très très clairement et centralement autour de la laïcité, en gros les radicaux socialistes, etc. Mais il y a quand même toute une partie de cette gauche qui est encore vivace dans les mouvements sociaux, etc., justement communistes, trotskistes, libertaires, pour qui le combat laïque, c'était ces dernières décennies pas central du tout. Tout d'un coup, ça le redevient. Le mouvement féministe en 2004 rajoute laïcité dans ses slogans. Ça faisait des années et des années et des années que, enfin le mouvement féministe, hein, la coordination, parce qu'après il y a des scissions aussi qui se font, mais la coordination nationale de la manif de 2004. Donc on voit tout d'un coup la laïcité devenir hégémonique, un mot d'ordre partagé comme ça par tout le champ social, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, de manière assez surprenante. Donc tout ça, je passe mon temps avec d'autres, avec bien d'autres, à le déconstruire, à le critiquer, à m'y opposer, à contre-argumenter sur le terrain de la laïcité pour montrer que tout ça n'a rien de laïque. Si on prend effectivement ce qu'il y a pu y avoir de très émancipateur et de très positif entre 1880 et 1905 en France, la législation laïque, ça n'a strictement rien à voir, c'est même ce que j'ai appelé une révolution conservatrice et un démantèlement, comme il y a un démantèlement de l'État social, un démantèlement de l'État laïque, cette loi de 2004 et celle qui suit en 2010. Moi et d'autres, et en particulier des femmes et des féministes, comme Christine Delphi, la plus célèbre, font le travail aussi sur le féminisme pour montrer que ça n'a évidemment rien de féministe, que jamais dans toute l'histoire, malgré la diversité
il y a quelque chose de commun dans l'ensemble des luttes féministes de tous les pays et de toutes les époques, c'est qu'elles n'ont jamais demandé de la répression de femmes. Hein. Ça a pu être soit plus de droits pour les femmes, ou plus de répression pour des violences masculines. Mais ça n'a jamais été plus de répression pour des femmes. Bon, des choses basiques comme ça, et j'arrive à mon sujet, et je promets, j'arrête. Non, ton aise, vas-y. Non, parce que sinon je peux continuer jusqu'à 18h. C'est que au fil des années, j'avais laissé de côté quelque chose qui me titillait, qui commençait à m'énerver de plus en plus, c'est que j'entendais, je suis par ailleurs prof de philo et je connais le fameux texte de Marx sur l'opium du peuple, qui est très intéressant et donc que j'avais lu et relu et étudié, parfois fait étudier et discuter avec des élèves. Et donc, connaissant ce texte, je suis un peu et de plus en plus, au fil du temps, exaspéré d'entendre cette formule revenir rituellement, presque comme une formule religieuse qu'on récite rituellement, par des gens qui lui font dire, donc, comme argument d'autorité d'abord, ce qui est assez étonnant quand on se veut progressiste, rationaliste et a fortiori libertaire, comme ça, des arguments d'autorité. Bon, Marx a dit, très bien. Et par ailleurs, j'y vois un contresens. Je ne vais pas être du tout un érudit spécialiste de Marx. Il se trouve que j'ai lu le texte et très clairement, il ne dit pas ce qu'on lui fait dire, à savoir que la religion serait un poison qu'il faudrait prohiber, interdire ou mettre à distance. Et puis donc j'entends de plus en plus, alors ça spécifiquement dans les milieux de gauche justement, c'est ça la petite particularité. L'argument pseudo-féministe et l'argument pseudo-laïque, il est transversal de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. En revanche, dans les milieux les plus à gauche, ceux qui sont dans les postures les plus intolérantes, méfiantes, défiantes, agressives, méprisantes, excluantes vis-à-vis de musulmanes surtout portant le foulard, même si à l'occasion, ça peut être aussi contre des musulmans qui afficheraient trop, d'une autre manière, verbale ou autre, leur islamité. Et donc il y a la fameuse affaire Ilham Moussaïd, j'y arrive, donc ça qui cristallise ce moment et qui est le moment où je me dis oui, là, cette histoire de Marx, il va falloir que j'y revienne. C'est qu'en 2010, il y a d'abord aussi il y a deux éléments qui déclenchent un petit peu qui font déborder le vase, sur la question propre de l'argument anti-religieux, en fait. Donc c'est l'argument spécifique du camp progressiste, c'est que c'est pas que la laïcité et la question de la domination homme-femme, c'est que globalement, la religion, de toute façon, si on est de gauche, si on est progressiste, si on veut l'émancipation de l'humanité, c'est quand même fondamentalement un ennemi. Ça peut pas aller ensemble. Progressiste et religion, ça peut pas aller ensemble. Et donc c'est ce truc-là qui est évidemment spécifique à la gauche et à l'extrême gauche, qui depuis très longtemps me pose problème, me pose d'autant plus problème quand ça s'autorise d'une référence à Marx que, d'après ce que je connais, me paraît complètement à contresens. Et je vois donc un livre de Michel Onfray, Le traité d'athéologie, qui est hyper promu et qui fait un best-seller, qui réaffirme de manière extrêmement caricaturale cette idée, que, en gros, tout le mal de l'humanité, y compris le patriarcat, a été inventé par les trois monothéismes. Avant, ça n'existait pas. Avant, c'était super. La Grèce antique, c'était extrêmement égalitaire entre hommes et femmes, par exemple. Bon, des choses complètement absurdes, donc, mais disons le nouveau catéchisme anti-religieux. Et Onfray, c'est un bon exemple par rapport à la question, est-ce que c'est l'islam ou est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est les monothéismes? C'est les trois, mais c'est les trois monothéismes, c'est la religion, et plus particulièrement les trois monothéismes, et plus particulièrement l'islam. Voilà. Ça, chez Michel Onfray, mais globalement, quand même, c'est la même chose dans ce milieu de gauche. C'est que même si l'argumentaire, il est sur la religion, de facto, il est mobilisé quand c'est une femme qui vient avec son foulard pour candidater, pour être tête de liste, ou en tout cas bien placée dans la liste, au NPA. Donc c'est l'affaire Ilham Moussaïd, tempête, pas seulement dans un verre d'eau, scandale national, et de nouveau, je réentends partout, sur toutes les ondes de France, de la part de, je donne les noms, d'Éric Zemmour jusqu'à Nadine Morano, tout le monde cite Marx, tout le monde se met à citer Marx, à faire la leçon au NPA, et là je dis c'est bon, pour moi c'est le signal de départ, ça fait 15 ans que j'en ai gros sur la patate, et donc je reprends, je dis ok, on va relire Marx. Et donc le point de départ du livre, ça a été celui-là. Et le point d'arrivée, on va en discuter, mais c'est qu'évidemment, quand on relit Marx, il dit tout autre chose. Il dit même le contraire. Il dit précisément, si Marx a apporté quelque chose, et qui est notamment concentré dans ce passage où il parle d'opium du peuple, de la critique du droit de Hegel, c'est précisément
ce qu'il a apporté au mouvement progressiste, c'est précisément un texte où il explique les raisons pour lesquelles, selon lui, le combat progressiste doit se décentrer de la question religieuse, ne doit pas se préoccuper du combat anti-religieux, mais doit se préoccuper de l'ici-bas. Non pas des idées, mais de la base matérielle, des conditions d'existence matérielle des gens. Alors, il y a une des formules, on ne va pas reprendre le texte, mais de la critique de la religion, on doit passer à la critique de la vallée de larmes, dont la religion n'est que l'auréole spirituelle. Voilà. On doit revenir sur Terre. Il y a toute une série de formules qu'on pourra reprendre. Mais ce n'est pas le seul but du livre. Donc ça, c'est une partie du livre, montrer que les gens racontent n'importe quoi, montrer qu'il y a chez Marx, même si, encore une fois, la parole de Marx n'est pas parole d'évangile, et peut être discutée, critiquée, mais qu'il y a chez Marx des éléments très intéressants, justement, sur les rapports possibles entre engagement religieux et engagement existentiel et engagement politique, social et politique. Voilà, j'aborde toute une série de questions. Donc la fameuse question, est-ce que la religion serait par nature, par essence, réactionnaire, sexiste, homophobe, du côté toujours de l'acceptation de l'ordre établi et du fatalisme, ou est-ce qu'elle peut être autre chose? La réponse, dès qu'on réfléchit un petit peu et qu'on étudie un petit peu l'histoire, ou qu'on regarde un petit peu autour de soi, elle est pourtant assez simple, mais c'est des vérités aussi assez simples que j'ai voulu rappeler dans ce livre. Et puis, pour finir, le sous-titre, donc, j'en viens à conclure qu'on peut également se servir du texte de Marx d'une autre manière, en se demandant si pour cette gauche-là, et au sens que Marx donnait à cette formule, c'est pas une certaine forme d'irreligion ou d'anti-religion qui n'est pas devenue l'opium du peuple de gauche. Voilà. À savoir une espèce de consolation. Je vous redis les formules les plus célèbres de Marx. La religion serait l'opium du peuple, le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, etc. Est-ce que ces formes d'irreligion ostentatoires, identitaires, brandies comme un étendard, agressives, ne sont pas, pour toute une partie de la gauche, le soupir du gauchiste déprimé, le projet d'une gauche sans projet, la pensée d'une gauche sans pensée, la radicalité d'une gauche qui a perdu toute radicalité, le seul domaine dans lequel elle peut, à peu de frais, et sans avoir à être très héroïque, se vivre comme héroïquement radical. Et là, pour conclure, je me rends compte que en disant ça, je paraphrase aussi Sartre quand il parle de l'antisémitisme, ce qui fait le lien avec le racisme. Une des explications, un des mobiles psychologiques que donne Sartre sur l'antisémitisme, et dont il dit lui-même que ça se généralise à tous les racismes, c'est que être raciste, c'est entre autres bénéfices pour l'individu, c'est pouvoir se penser comme un héros sans avoir à être un héros. Pouvoir se penser comme celui qui affronte le maître tout-puissant du monde, en ayant choisi comme maître, dans le rôle du maître tout-puissant du monde, en général, une minorité ethnique en position de faiblesse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas évidemment aussi, c'est une question qui contient la réponse, il y a évidemment la question de l'islamophobie, cette irreligion et cet athéisme, encore une fois, alors beaucoup de gens me disent, mais enfin, on a bien le droit d'être athée, n'essentialisez pas tous les athées, alors, on y viendra peut-être, c'est absolument pas un livre contre l'athéisme, j'ai rien contre les athées, c'est absolument pas un livre non plus qui essentialise l'athéisme, comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche, que l'athéisme puisse être, y compris ici et maintenant, autre chose qu'un opium pour le peuple de gauche, j'en suis convaincu, mais il se trouve qu'il joue un certain athéisme, encore une fois porté en bandoulière et vécu agressivement comme une posture anti-religieuse, est devenu, me semble-t-il, l'opium du peuple de gauche, et un moyen de se sentir héroïque sans avoir à l'être, c'est-à-dire un moyen de sublimer, peut-être, certaines formes de racisme. Merci Pierre. Bon, j'ai été très loin. Oui, pas de souci. Donc Donc ce n'est pas un débat. Je vais jouer mon rôle de discutant, c'est-à-dire réagir aux propos de Pierre, que je remercie encore une fois d'être parmi nous, d'avoir fait quand même 3 heures de train, mais d'avoir perdu son portefeuille.
Alors, quand on est indigène, et la raison pour laquelle je choisis de ne pas faire ici un exposé, c'est qu'il m'est épistémologiquement impossible de parler de cette discussion, de cette question, avec les mots du blanc triarcat. Je m'explique. Un concept tel que religion, qui fait partie du langage courant, sur lequel on ne se penche jamais, suscite pourtant, après 2 siècles de discussions dans les sciences sociales, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, n'a même pas encore réussi à faire l'objet d'une définition consensuelle. Le concept de religion ne se traduit pas tout simplement dans toute une série de cultures. Si vous posez la question à un hindou, quelle est votre religion, il va entendre quel est votre mode de vie. Maxime Rodinson, qui est un grand marxiste, disait que la division abrupte de la philosophie posée par la modernité occidentale, c'est cette division abrupte entre la philosophie, l'idéologie et la religion, par exemple, ne permet pas de comprendre la construction de la bureaucratie chinoise où le confucianisme a joué un rôle premier. Donc, si on regarde un peu, donc, pourquoi est-ce que je prends le temps de poser la question? C'est parce que déjà là, de ce point de vue, on est dans une sorte de racisme épistémologique qui va donner aux uns, les laïcs ou les athées par exemple, le privilège de la raison, et de l'autre côté, des croyants qui croient, et donc avec un statut épistémologique inférieur. Alors, si on regarde les 2 définitions de la religion qui émergent dans la sociologie de la religion, alors je viens de terminer un bouquin qui est un que sais-je, c'est souvent pas terrible les que sais-je, mais vous avez un bon tour de la littérature, de 2 siècles de littérature. Et là, quand on commence à voir un peu la complexité et la diversité du phénomène religieux, on en vient un peu plus de modestie quand on parle de religion. Alors les 2 définitions qui émergent des sciences sociales, la première qui est ma préférée, on parle de définition fonctionnelle, c'est-à-dire on abandonne même la prétention à définir la religion dans sa substance. Un philosophe américain dont j'ai oublié le nom avait cette belle formule, il disait « Il est aussi difficile de définir les religions sans parler d'une religion en spécifique que d'essayer de définir les langues sans parler de langue spécifique. » Alors, il y a une définition qu'on appelle définition fonctionnelle qui ressort de la littérature et qui est celle de Clifford Geertz, un anthropologue américain, et qui dit qu'en gros, une religion, c'est un système de symboles qui suscite chez les hommes et chez les femmes, il oublie les femmes d'ailleurs, des motivations et des dispositions puissantes, de telle manière à ce qu'ils pensent être mus par leur raison et par l'ordre du monde. De ce point de vue, le blanc triarcat, ce que moi j'appelle blanc triarcat, et je n'aime pas l'appeler modernité ou des choses comme ça, parce que je me poserai la question si ça vous intéresse, c'est pas essentiel ici, participe d'un système religieux. D'autres définitions qui, elles, se disent substantives et partent de ce biais de la modernité blanche qui consiste à opposer la positivité du monde, donc le monde tel qu'il se donne, au système idéologique qui se baserait sur le surnaturel. Mais déjà, Marx parlait de phénomènes surnaturels dans notre marchand, sa conception du fétichisme, de l'argent comme fétiche, du fétichisme de la marchandise. Bourdieu a bien montré combien l'État était et je le cite, Bourdieu dit l'État est un concept théologique, dans le sens où l'État existe parce qu'on y croit. Donc, autant, si vous voulez, donc cette distinction, ce distinguo abrupt entre une gauche qui, du haut de la raison, penserait son devenir en dialogue avec des pauvres gens qui, eux, croient, non, ils n'ont pas ce privilège épistémologique d'eux, est un premier racisme épistémologique qui est au cœur de la modernité blanche et qui permet au blanc triarcat de reléguer d'autres épistémologies au rang soit de folklore ou soit même d'obscurantisme. Donc il m'apparaît crucial dans cette question-là de revenir à un peu plus de modestie et d'interroger les prénotions. Alors, deuxième chose, c'est que dans le biais de la pensée blanche, quand on étudie le racisme, la littérature blanche part
commence son étude en général à partir du XVIIIe siècle avec l'apparition du racisme biologique, en oubliant ce qui se passe aux alentours déjà du Xe, XIe siècle, lorsque l'Église chrétienne commence à une prétention à l'impérialisme, à l'universalisme, et commence à développer des classifications de la nature humaine. Et dès le départ, il y a une relation entre la religion et la race. Lorsque le concept de race apparaît, jusqu'à l'apparition de la modernité, on classait plutôt la notion de race est inconnue dans l'Antiquité grecque, par exemple, au Xe, XIe siècle où ça commence, mais en gros, c'est à partir du nettoyage ethnique des Juifs et des musulmans en Europe, et plus ou moins dans le même temps du génocide des Amérindiens et de la déportation esclavagiste des Africains. Ce sont les deux triades, une en Europe, une en ce qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui, qui vont participer de la définition de la race. Donc le lien entre race et religion est dès le départ dans le racisme. Ce qui est oublié par des auteurs comme Balibar et des choses comme ça, parce qu'il part de la définition laïcisée ou de l'histoire laïcisée de la race et du racisme, en oubliant qu'avant, il y avait quand même aussi un pouvoir religieux, une église chrétienne, voire des courants chez les juifs et chez les musulmans, qui vont aussi produire un discours sur l'altérité et discuter. Par exemple, si vous lisez Maïmonide, le livre des Égarés, vous avez déjà un discours sur l'appartenance ou pas à l'humanité. Alors, qui appartient à l'humanité? Évidemment, pour les monothéismes, ce sont ceux qui ont une religion, et ceux qui n'ont pas de religion, par exemple les Amérindiens, qui pour les Européens à l'époque n'avaient pas de religion, ce ne sont pas des humains. Donc la question, j'insiste là-dessus, la question dès le départ, dès la conceptualisation de la race, et quand je dis race, je n'utilise pas race au sens de la science blanche, au sens que ce terme a pu avoir jusque, disons, la fin ou le tiers du XXe siècle, mais j'utilise ici le terme race en tant que classification discursive des corps, articulée à un système, à une économie politique, donc à une manière de gérer le pouvoir, pour faire court. Alors la question ici, on voit, quand on parle de haine des religions, il me semble qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le discours, en tout cas dans un pays comme la Belgique, très certainement, Pierre, tu me corrigeras ou compléteras ou dénieras sur la France, mais effectivement, la gauche, ici, en Belgique, a un problème avec l'Église catholique. Mais ce n'est pas tant une haine, c'est plus un conflit politique avec une histoire et une tradition. On ne peut pas, à mon sens, se mettre dans le même plan ou analyser de la même manière une religion dominante et les deux types de racisme qui sont en train aujourd'hui de se développer au sein de la gauche. Au sein de la gauche dominante, l'islamophobie, bon, si nous sommes ici, c'est que nous n'avons pas un doute, mais il y a également aux marges de la gauche, et là on peut débattre souvent, les gens de gauche me disent « Ah mais ça c'est pas la gauche », il faut aussi constater l'émergence de l'antisémitisme dans une partie de la gauche. Alors on ne peut pas, juste parce qu'ils sont antisémites ou islamophobes, tout à coup les excommunier de la gauche alors qu'ils se prétendent de gauche. Donc je vais laisser de côté la discussion sur l'antisémitisme parce que la discussion est complexe et qu'on ne peut pas dès le départ parler d'antisémitisme et d'islamophobie parce que ce n'est pas tout à fait la même gauche, même s'il y a quelque chose de commun en amont et en aval. Et revenir ici à la question de l'islamophobie. Alors, est-ce que l'on vise les musulmans ou est-ce qu'on vise une race? Et la question peut se poser parce que lorsque l'on parle des musulmans, a priori, la majorité, s'il fallait objectiver la notion de musulman, il faudrait avoir en conscience, en vue, une femme asiatique. La très grande majorité des musulmans sont asiatiques et la majorité de l'humanité est féminine, enfin ce sont des femmes. Mais ce n'est pas ça que l'on voit quand on demande aux gens qu'est-ce que vous entendez par musulman, c'est un arabe dans le sens. Donc, quand on parle de catholique en France, il y avait un article intéressant qui est paru dans Le Monde récemment, mais je ne me souviens pas de l'auteur, et qui faisait cette remarque. Il disait, quand on parle de catholique en France, on imagine des gens très traditionnels et une
une sous-population de la France. On n'imagine pas la majorité des Français. Mais quand on parle des musulmans, là, tout à coup, on imagine tous ceux qui sont susceptibles d'être musulmans. Et quand on estime, toutes les estimations en général qui se font de la population musulmane chez les économètres, chez les sociologues aujourd'hui, mesurent en réalité les populations de culture musulmane et non pas de culte musulman, même si elles essayent de temps en temps de corriger la chose. Alors, sur l'islamophobie, j'aimerais ici développer une manière de voir que j'emprunte à Walter Mignolo, qui est un sémiologiste argentin, et qui fait l'historique ou l'histoire de l'islamophobie qu'il met en parallèle avec l'hispanophobie qui émerge aujourd'hui en Amérique du Nord. Et on peut voir dans la question de l'islamophobie, elle est au service finalement de deux formes de domination. La première, qui est la plus visible de l'extérieur de l'Europe, mais dont nous avons pu parler, peut parler jusqu'à présent, c'est la dimension impérialiste. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, parmi les gens de gauche qui sont prêts à se dire « mais non, pas du tout, je ne suis pas islamophobe parce que j'ai aucun problème à ce qu'une jeune fille porte un foulard », combien seraient prêts à accepter l'émergence d'une formation islamiste par un exercice démocratique, par exemple ? Combien ont soutenu ou ont condamné le coup de force des généraux algériens dans les années 90-90, ou aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Égypte. Donc il y a une dimension dans l'islamophobie qui est impérialiste, qui permet de disqualifier des expressions politiques et des formes de modernité politique qui sont celles de sociétés différentes. Et puis, il y a l'islamophobie comme l'hispanophobie et comme l'antisémitisme en son temps d'ailleurs, qui sont des dynamiques d'infériorisation de groupes sociaux. Wallerstein et Quijano, donc Quijano qui a révolutionné, c'est un auteur peu... lorsque je me suis intéressé à ces questions, donc dans mon cheminement de chercheur, j'ai beaucoup lu des gens comme Bourdieu, Deleuze, Foucault, et je me suis rendu compte que sur toutes les questions que la société me posait en tant qu'indigène, il ne me permettait pas d'aller très loin. Je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de penser ma condition d'indigène. Quand Deleuze, je lis dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» que je vois que Deleuze écrit que la philosophie arabe, hindoue, juive est pré-philosophique, et donc qu'il va dans ce sens de racisme épistémologique, ça ne me permet pas de penser ma condition. Lorsque Bourdieu dit qu'il faut réunir des intellectuels et former un intellectuel collectif et que ça suffirait à éclaircir le monde, moi je viens de me faire virer d'un lieu où il y a des intellectuels, et donc je peux témoigner de la violence qu'il y a entre les intellectuels et du racisme épistémologique qu'il y a entre les intellectuels. Les auteurs que je viens de citer, combien les connaissent? Et pourtant, par exemple, Quijano a révolutionné l'analyse du racisme. Il fait la critique, par exemple, de Foucault, et il montre combien l'analyse du racisme faite par les penseurs blancs part d'une vision interne à l'Europe et oublie totalement de considérer ce qui se passe lorsque l'Europe colonise et génocide l'Amérique, par exemple, où pour la première fois on commence à parler de race. Donc, plutôt trois questions sur la haine de la religion. Donc, est-ce qu'on parle de religion, et si oui, de laquelle? Et on a surtout parlé d'islam. Alors, la question est intéressante de savoir pourquoi est-ce que... Ah oui, pardon, je voulais développer ce point. Donc, la question que Quijano et Wallerstein posent dans un très bon article qui s'appelle du concept d'américanité, ils posent la question, ils disent, bon, écoutez, la race apparaît comme concept aux alentours, au début de la première modernité occidentale, aux alentours du XVe siècle, en gros, 15e, 16e. Même si d'autres auteurs montrent qu'elle commence à travailler la chrétienté lorsque l'Église a des prétentions à l'universalisme. Et ils disent, bon,
La race apparaît au XVe, XVIe siècle, et en tant que discours scientifique, en tant que doctrine, elle apparaît 2-3 siècles après. Pourquoi? Et donc il pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on passe de la race au racisme. Et leur thèse est de dire que l'on passe de la race au racisme lorsque le changement politique commence à, entre guillemets, démocratiser le débat politique. C'est l'apparition, d'abord la révolution américaine, donc la première constitution du peuple américain, je parle ici d'Amérique du Nord, avec tout ce qu'elle doit et tout ce qu'elle prétend emprunter, tout ce qu'elle emprunte aux Lumières qui pour les indigènes sont un des hauts lieux de la construction du racisme. Je veux dire, de Voltaire à Hugo, c'est plein de racisme là-dessus, d'antisémitisme, d'islamophobie, de négrophobie d'ailleurs surtout. La gauche a une tradition de racisme, la gauche a une tradition de colonialisme. Lorsque vous prenez les grands théoriciens de la gauche, ils n'étaient pas vraiment favorables au mouvement de décolonisation. Et donc le parallèle que je fais avec l'explication que donnent Kirchhoff et Wallerstein sur l'apparition de l'islamophobie actuelle, je pense qu'elle participe justement d'un discours impérialiste et en même temps, elle vient protéger un ordre culturel qui est simplement menacé par ce que le blanc appelle l'intégration, et moi je dirais plutôt la socialisation d'une race qui est la nôtre. Et je parle de race là au sens de classification discursive. Donc je ne suis absolument pas dans le trip blanc. Je pense que dans notre société, les musulmans constituent une race, c'est-à-dire que c'est un groupe auquel on prête des propriétés, une altérité, et que ça vient protéger l'ordre patriarcal qui se sent un peu bousculé dans la production de ces normes sociales. Donc en gros, si vous voulez, vous êtes à l'université, vous demandez un plat halal, ça ne va pas, vous demandez un plat végétarien, ça va. Bon. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions que moi, de mon point de vue d'indigène, j'avais envie d'apporter au débat, en partant des prénotions, notamment de la religion, de la race, des dynamiques sociales. Et d'ailleurs, Pierre, à un certain nombre de moments, tu as utilisé des termes comme profession de foi et des choses comme ça, qui rappellent un peu la proximité qu'il y a. Je veux dire, pour un certain nombre de théoriciens de la sociologie des religions, il y a le concept, pour le marxisme par exemple, de religion séculière. Si on regarde comment fonctionne un certain nombre d'idéologies, le temps des cerises, dont parle très peu Marx, il parle beaucoup plus évidemment lui de sa critique du capitalisme, mais il y a aussi dans le marxisme une sorte d'horizon utopique qui n'est pas sans rappeler les autres horizons utopiques que l'on retrouve dans toutes les religions. Voilà, donc je termine par un dernier élément, c'est que la croyance dans le surnaturel, mais pas surnaturel en un mot, mais dans la naturalisation des rapports sociaux, sont une croyance qui peuvent être aussi, je cherche le mot, mais aussi, si pas archaïque, si pas stupide que pas mal de conceptions que l'on pourrait moquer chez les religions. Une très très simple, que l'on retrouve souvent dans notre pensée, là, par exemple le distinguo entre blanc et noir. La majorité des gens pensent que lorsqu'on parle de blanc, on parle de gens qui ont la couleur blanche, et lorsqu'on parle de noir, et on oublie totalement que c'est une allégorie. Lorsqu'il faut expliquer à des étudiants qui ne sont pas blancs et que je fais l'expérience de dire prenez une feuille de papier, mettez votre main, est-ce que vous voyez votre main, donc c'est qu'elle n'est pas blanche. Voilà.
l'État, pour revenir tout à l'heure. Donc, il faut se méfier un peu de cette naturalisation, de cette surnaturalisation de quelqu'un de très... mais qui n'a absolument rien à envier aux explications surnaturelles en un mot. Voilà. Donc, Nathalie, je cède... Oui, tu m'as posé une question à Ben, la salle. Oui, parce que moi je suis pas tout à fait, je suis pas vraiment en débat avec Pierre, mais non, pour une raison de proximité, je partage ce qu'il a dit. Donc ici l'idée c'est plus de réfléchir ensemble que contre. Donc désolé, tu n'as rien dit avec lequel je n'étais pas d'accord. Oui, mais on peut discuter. Oui, mais voilà, j'ai essayé d'amener de la discussion sur les prénotions. Et peut-être Pierre, tu as envie Si de tu veux réagir ou... Au fil, on va prendre. Ok, on va prendre les questions de la salle alors. Oui, monsieur. C'est pareil, j'ai pas de désaccord. Je sais pas si j'étais clair dans ce que Oui, je on ne disais. sait pas prendre le micro, il est attaché. Pas de problème, non. Ok. C'est juste, vous avez dit que l'histoire du foulard est venue 3 fois et la 3e était la bonne parce qu'elle était de 2003, Oui. après 11 septembre. Est-ce que, donc, en d'autres termes, est-ce que le 11 septembre n'a pas aidé cette émergence du foulard, cette fixation de l'histoire du foulard, d'une part, et aussi de la naissance de l'islamophobie et de son aggravement catastrophique, je vais dire. Maintenant, est-ce que si on constate que cela est vrai, est-ce qu'on peut laisser des doutes sur le 11 septembre, sur ceux qui ont réellement commis ces attentats? Bon, je ne vous le cache pas, je ne partage pas la version officielle et pour moi, les musulmans ne l'ont pas fait. Donc, que ce soit clair et sans doute, voilà. Donc, Ok. Oui, quelqu'un d'autre a une question? Moi, je voulais poser une question par rapport au NPA. Comment se fait-il que des partis comme le NPA, qui sont censés lutter contre les discours dominants, ont adopté un discours dominant, justement, sur la question du vote? Oui, madame. Oui, je voulais savoir en fait quelle différence vous faisiez ou quelle était la différence de définition entre la laïcité telle qu'elle a été définie par la loi au début de 1928 et aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qui fait que ce terme a été repris plus récemment et qu'est-ce qu'il y a derrière aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant? Ok, ben, je propose que vous répondiez. Oui. Bon, alors ce sera forcément frustrant parce que chacune des questions pourrait appeler beaucoup de développement. Sur les attentats, alors sur 2001, j'ai fait une chronologie rapide. Alors là, sur votre affirmation de la fin, les musulmans ne l'ont pas fait, ça c'est sûr. Au sens où ça peut être des musulmans qui l'ont fait, mais de toute façon, ce ne sont pas les musulmans qui l'ont fait. Voilà. On rentre dans la nuance de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui était la question de l'essentialisation. Bon, par ailleurs, moi, sur 2001, quand j'ai dit tout à l'heure, le 11 septembre était passé par là, bien évidemment que ça a joué. Moi, je me souviens très bien que c'est quand j'ai appris qu'il y avait eu ces avions sur les tours, on était en pleine rentrée scolaire. Je ne suis pas tout le temps aussi polarisé sur mon métier, mais en période de rentrée scolaire, peut-être ça aidait. Je me suis dit, ça y est, on va revoir des histoires de foulards. Et bon, ça n'a pas manqué, ça a mis un an ou deux, mais évidemment. Donc évidemment que ça a facilité le travail, mais un événement en lui-même ne suffit pas. Donc là, il faudrait développer beaucoup de choses. Je pense que le consensus qu'on a eu en 2001 et qui n'était pas aussi net et aussi implacable et brutal en 94 et a fortiori moins en 89, les précédentes guerres du voile, c'est qu'évidemment le 11 septembre évidemment joue un rôle, mais plus que le 11 septembre, c'est toute la mobilisation, qui que ce soit qui ait fait sauter ces tours. C'est pas en lui-même l'événement, il nous dit pas, il fait pas sens de toute façon. Donc ce qui surtout a fait sens et a produit du consensus belliciste, impérialiste, raciste pour la politique intérieure, c'est tout ce que
l'événement en lui-même est une aubaine et est utilisé, mais c'est toutes les productions discursives ensuite. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, il n'y a pas que cet événement comme ça qui tout d'un coup permet. C'est aussi qu'entre 89 et 2001, par ailleurs, si on avait connu d'autres évolutions sur tous les plans politiques, quand je parlais justement de projet d'une gauche sans projet, etc., c'est que si, par ailleurs, sur la période 1989-2001, c'est quoi? C'est 20 années, c'est ça? Je ne sais plus compter. 11 ans, 12 ans. Bon, c'est l'ensemble des démissions de la gauche de gouvernement, c'est l'ensemble de des évolutions sociales, politiques, etc., qui font que pour énormément d'acteurs sociaux, taper sur les musulmans devient intéressant. Sur le NPA, alors pareil, on ne va pas essentialiser le NPA, ce que j'ai dit justement sur ces positions, alors qu'il ne s'appelait pas encore NPA en 2004, mais LCR, déjà à l'époque, c'était pareil, c'était que la position officielle d'un parti, elle est éminemment critiquable, et donc c'était ni voile ni loi. Il y avait au sein de ce parti-là des gens qui étaient carrément pour la loi, même s'ils étaient minoritaires dans leur parti, d'autres qui étaient à fond dans les mobilisations auprès des musulmans et des musulmanes et des filles voilées. Donc c'est pas tout le NPA qui a repris le discours dominant. Par contre, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une perméabilité dans ces univers-là, NPA, comme dans tous les autres univers de gauche. Pareil, comment est-ce que des libertaires peuvent tout d'un coup avoir comme réflexe, non pas comme réflexe premier de dire c'est pas à l'État de régler comment on s'habille, mais fasse passer avant leur fameux ni Dieu ni maître. Voilà pourquoi Dieu devient un ennemi plus important qu'un maître de chair et d'os ici-bas qui est en train de voter une loi qui va dire aux gens comment ils doivent s'habiller. Donc, famille par famille, comment on appelle ça, chapelle par chapelle, pour continuer la métaphore, la question, elle se pose effectivement, et la réponse, c'est une très grande perplexité. Il n'y a pas de réponse, valable. C'est que des mauvaises réponses. Et la mauvaise réponse, c'est justement qu'est-ce qui peut paralyser l'intelligence voilà, quoi, effectivement, le préjugé, et en particulier le préjugé raciste, les phobies, et en particulier les phobies racistes. Là aussi, bon, je ne vais pas développer, mais j'ai des tas d'exemples qui pourraient me venir en tête. Moi, c'est ce que j'ai vu pendant toutes ces années. Des gens, j'ai dit tout à l'heure, des gens pleins de qualités manifester des vices affreux, des gens tout à fait adultes se comporter comme des gamins, des gens tout à fait intelligents devenir stupides sur cette question, des gens tout à fait bienveillants, doux et aimables et devenir teigneux et méchants. Donc, effectivement, qu'est-ce qui a le pouvoir de, comme ça, mettre quelqu'un en contradiction avec lui-même, avec ce qu'il peut être par ailleurs, avec ses propres principes, avec ses propres capacités, en porte-à-faux? Effectivement, alors, on en reste à un niveau très faible d'analyse si on dit juste, c'est l'irrationnel, mais oui, mais qu'est-ce qui produit cette irrationalité-là? Quelle est la rationalité qui produit ce type d'irrationnel? C'est, me semble-t-il, le racisme. Sur la laïcité, alors ça, je peux essayer de le synthétiser très rapidement. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Alors, je vais préciser, c'est que, j'ai fait tout un texte, alors, pareil, pour pas être trop long, je parlais tout à l'heure de révolution conservatrice. Si vous tapez ces mots-clés, vous trouverez l'ensemble du texte que j'ai écrit là-dessus, qui explique justement qu'en gros, la laïcité, par exemple en France, la laïcité, elle est de toute façon, c'est qu'un mot, et comme tous les mots, elle est ce qu'à un moment donné, d'une histoire donnée, à un endroit donné, les acteurs sociaux en font. Donc, mais ce qui en a été fait, et que moi je trouve une œuvre politique tout à fait positive, et émancipatrice, et progressiste, et pouvant être qualifiée comme de gauche, si on donne ce sens-là au mot gauche, c'est en France, par exemple, entre 1880, les lois sur la laïcité de l'école, les années 1880, il y en a plusieurs, et la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et grosso modo, c'est une loi qui vise à assurer, à rendre la société à permettre une coexistence pacifique, libre, avec le maximum de liberté, de manière égale pour tous. Voilà. Comment on fait et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine neutralité et une certaine séparation? C'est un petit peu deux mots-clés.
pour les lois sur l'école, la neutralité exigée, donc dans les lois sur la neutralité, sur la laïcité de l'école, de la part des programmes scolaires enseignés, donc pas d'option idéologique, politique, religieuse, donc pas de religion officielle au nom de laquelle on décréterait toutes les autres superstitions, ou au nom de laquelle on décréterait l'athéisme diabolique et mauvais. Donc pas d'idéologie officielle, ni athée, ni monothéiste, ni polythéiste, ni voilà, pas de parti pris religieux particulier. On essaie d'avoir le maximum de neutre, et pareil pour la politique. Enfin, évidemment, c'est sûrement une chimère, la neutralité absolue, mais en tout cas, de viser à ce qu'il n'y ait pas une idéologie ou une religion officielle et par rapport à d'autres qui seraient disqualifiées. Ce qui peut quand même, malgré tout, même si c'est une chimère et qu'on n'y arrive jamais totalement, on peut quand même s'en approcher, c'est-à-dire enseigner le patrimoine culturel de l'humanité dans le plus possible dans sa diversité. Les différents courants philosophiques, les différents courants politiques, etc. L'athéisme, les différents athéismes, etc. Ça, c'est la neutralité des programmes. Des enseignants qui, parce qu'ils sont en position d'autorité, maître, sont tenus d'une certaine réserve aussi dans l'expression de leur parti pris, mais justement parce qu'il y a rapport d'autorité. Et enfin, des locaux, pour que le cadre scolaire dans lequel les élèves viennent étudier soit habitable, entre guillemets, là c'est moi qui en parle comme ça un peu philosophiquement, aussi facilement par tous et toutes, quelles que soient leurs options dans leur famille, dans leur milieu, dans leur socialisation. Ça, c'est les lois, elles disent rigoureusement ça, les lois sur la neutralité, sur la laïcité de l'école, neutralité nécessaire des programmes, des locaux et des enseignants, mais pas du public, pas des usagers. Parce que le but est de permettre, le but de ces trois autres neutralités, c'est que puisse s'épanouir, se former une conscience libre. Et pour que puisse se former et s'épanouir une conscience libre, il ne faut pas que cette conscience en formation, elle, on lui dise « toi tu te tais », parce que, ça aussi c'est moi qui le développe dans l'article, cette formule, mais il me semble que c'est l'esprit de la loi. C'est pour cette raison que dans son infinie sagesse, le législateur n'a pas limité le droit à l'expression chez l'élève, c'est que c'est dans le langage, là je sais plus, c'est Hegel qui dit ça, c'est dans le langage, mais plein de philosophes l'ont dit, c'est dans le langage qu'on pense. Hein. Donc apprendre à penser, ça passe par l'expression. Kant aussi a dit, ça n'a aucun sens la liberté de penser si on n'a pas la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle permet la circulation des pensées, la confrontation des pensées, et donc effectivement le libre exercice de sa raison. Donc, raison pour laquelle on a effectivement, là, on voit une laïcité indexée sur une finalité qui est clairement le maximum de liberté et de manière égale, hein, le double souci de liberté et d'égalité. C'est en ce sens-là, je dis qu'elle correspond à ce qu'on peut appeler, dans le meilleur sens du terme, un idéal progressiste. Hein. La liberté maximale, la preuve c'est que justement, chez l'élève, on laisse la liberté, c'est celui qui est en position d'autorité, le maître, à qui on demande de se limiter. La loi de 1905, elle sépare, dans le même esprit, mais elle régente beaucoup plus de choses que l'école, les autorités politiques et les autorités religieuses. Donc, de la même manière, ça signifie... Donc, j'ai souvent tendance à dire qu'elle sépare l'autorité politique de l'autorité religieuse. Ça veut dire pareil, il n'y a pas... concrètement, pour revenir, Ilhem Moussaïd a parfaitement le droit de voter, d'abord, comme n'importe quel croyant, ostensible ou pas, de n'importe quelle religion, comme n'importe quel clerc, y compris représentant d'une autorité religieuse, d'une église, n'importe quel curé, n'importe quel évêque, n'importe quel rabbin, n'importe quel imam, n'importe quel ce que vous voulez, a son bulletin de vote. Mais séparation veut simplement dire qu'il a un bulletin de vote qui vaut ni plus ni moins qu'un autre bulletin de vote, et qu'il n'a pas de privilège pour ce qui est de décider de la loi commune, et que par conséquent, donc on n'est pas dans une théocratie, mais qu'on sépare l'autorité politique de l'autorité religieuse. Mais il a le droit de vote, il a le droit de se présenter, et il a le droit d'exprimer son programme comme il l'entend à partir de ses référents religieux. La loi de 1905, donc j'ai tendance à dire, elle sépare l'autorité politique de l'autorité religieuse, et non pas la politique de la religion, et a fortiori pas la société de la religion, et a fortiori pas le cheveu du tissu. Voilà, pour vous dire le niveau de dégradation du débat et de la pensée dans les définitions de la laïcité, c'est devenu aujourd'hui séparation du cheveu et du tissu, ou de la religion et de l'espace public, ce qui est totalement délirant,
est totalement, alors en contradiction, pour dire, vous me demandez de faire un contraste entre l'avant et l'après, la loi de 1905, son premier article, c'est que l'État garantit la liberté de culte pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre de manière publique et de pouvoir exprimer ses convictions religieuses. Et il y a d'autres articles qui, 35, je ne sais plus si c'est le 35, mais il y a un autre article de la loi de 1905 qui punit de lourdes amendes celui qui, par exemple, par un chantage économique, un employeur qui ferait pression, qui menacerait de licencier, par exemple, ferait pression sur autrui pour le forcer, pour le contraindre à pratiquer un culte qu'il n'a pas envie de pratiquer, ou pour l'empêcher de pratiquer un culte qu'il aurait envie de pratiquer. Donc on voit très bien que l'esprit de la loi, aussi bien dans son préambule, enfin son article 1, que dans divers articles, ce n'est jamais d'empêcher l'expression publique et la pratique religieuse. Ce n'est jamais cette phrase qu'on entend aujourd'hui et qui est en totale contradiction avec ces textes de loi, que ce soit 1905 ou sur l'école, que ça serait réservé la religion à la sphère privée. Christine Delphi aussi, vous pouvez taper religion, affaires privées, Delphi. Elle a écrit un petit texte très clair là-dessus. Ça n'a aucun sens. Ça s'appelle le totalitarisme. Et c'est en tout cas, ce totalitarisme-là, il était en tout cas totalement absent de la loi de 1905 qui justement visait simplement à préserver un espace, alors ça c'est ma formule à moi, mais qui résume bien, on peut aller vérifier dans les textes de loi, l'esprit de l'ensemble de la loi, c'est que si la loi de 1905, ou si la laïcité, donc old school je l'appelle, mais là je me retrouve passéiste et traditionnaliste, parce qu'il se trouve que cet héritage-là, je lui vois des vertus, et que les révolutions récentes, je n'y vois que des menaces pour la démocratie. Donc cet héritage-là, old school, de la laïcité old school, effectivement, elle construit des espaces qui ont d'une certaine manière une neutralité, que ce soit l'école ou l'ensemble des services publics, ou de la même manière, ce sont les agents de l'État, agents du service public, qui sont astreints à une certaine neutralité, qui, y compris là, si on se pose la question du comment, ça n'impliquerait même pas nécessairement une neutralité vestimentaire. On pourrait très bien exiger la neutralité simplement dans le service rendu. Hein. Et donc on a des pays qui ne sont pas moins laïques que la France, comme la Grande-Bretagne, qui garantissent la neutralité du service public avec des agents qui peuvent avoir des foulards de diverses religions. En tout cas, donc, neutralité pour les agents du service public, mais évidemment pas exigence de neutralité pour les usagers du service public. Parce que, et c'est ce qui a été fait pourtant en 2004 sur l'école, c'est-à-dire que les usagers du service public d'éducation étaient tenus, d'une manière qui, quand on commence à y réfléchir un petit peu, absolument délirante, délirante parce que tout simplement ça casse le principe même d'un service public ouvert à tous les publics. Un service public qui donne un droit à l'éducation, mais un droit sous réserve de respecter des critères, un dress code, c'est plus un service public adressé à tous les publics. Par contre, qu'on puisse exiger de l'agent du service public une certaine neutralité dans l'exercice de ses fonctions, c'était ça que fixait la loi. Donc je disais que si ces lois, que ce soit les lois Ferry, Goblet, 1880, 82, 86 sur l'école, ou la loi 1905, construisent quelque chose comme des espaces scolaires, ou plus largement espaces publics neutres, c'est en un sens bien précis, qui est celui, je prends souvent cette image, d'un match de foot en terrain neutre. Hein, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel, et j'ai aussi cette formule, ce qui doit être neutre dans cet espace public neutre, c'est l'espace et pas le public. Et l'espace doit être neutre ce n'est qu'un moyen pour que le public puisse justement ne pas être neutre, c'est-à-dire s'exprimer, quel que soit, majoritaire ou minoritaire, quelles que soient les options religieuses ou politiques. Or, évidemment, ce en quoi on transforme aujourd'hui la laïcité, c'est une injonction à la neutralité visant les usagers du service public, les élèves et plus seulement les profs, les usagers de tel ou tel service public et pas seulement les agents, les membres de la société civile et pas seulement les représentants de l'État, ceux qui font la vie politique et pas seulement ceux qui vont monopoliser le pouvoir politique, et donc une neutralité du public et pas de l'espace. C'est-à-dire un espace public dans lequel on doit être neutre, c'est ni plus ni moins que la définition d'un espace totalitaire. Gardez vos opinions pour chez vous ou pour votre fort intérieur, ça veut dire c'est la suspension même de ce principe sacré qu'on a tous célébré le 11 janvier, je rigole quand je dis tous, la liberté d'expression. C'est-à-dire on est rigoureusement on est passé donc d'une laïcité qui visait et qui construisait une machine politique effectivement qui efficacement pouvait promouvoir un maximum de liberté d'expression garantie de manière la plus égalitaire possible pour un maximum de gens,
a réellement une redéfinition de la laïcité qui en fait un principe de censure, d'interdiction du droit à l'expression. Je reprends ma métaphore, c'est plus le terrain neutre sur lequel va se disputer un match de foot, terrain neutre pour que chaque équipe soit autant à l'aise pour déployer son jeu, c'est on demande aux équipes de rester neutres, donc de ne pas taper dans le ballon, parce que ce serait déjà sortir de la neutralité. Et puis évidemment, si on veut filer la métaphore, ça c'est la règle officielle, mais il se trouve que l'arbitre n'impose cette règle qu'à une seule des deux équipes. Je vous laisse deviner laquelle. Sohail, tu veux, Oui, tu veux très, réagir aux oui, questions qui ont été posées très rapidement. La question sur monsieur le 11 septembre, alors effectivement, les événements ne sont pas analysés ex nihilo. C'est-à-dire, il n'y avait pas le 10 pas d'islamophobie et le 12 de l'islamophobie. Bon, faudra attendre, je crains que les archives américaines soient déclassifiées pour qu'on ait le fin mot de cette histoire. Mais néanmoins, il y a quand même une dynamique impérialiste d'une part et de lutte et de résistance à cet ordre impérialiste qui se joue. Je prends un exemple, dans un message délivré au peuple américain en 2004, Ben Laden exprime son point de vue et il dit « Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous n'avons pas attaqué la Suède. Nous vous avons attaqué parce que vous contrôlez le prix du pétrole, tatati, tata. » Alors bien sûr, il mobilise une symbolique musulmane, mais le fond du message est politique. Donc on ne peut pas isoler les rapports politiques aussi des rapports sociaux. Sur une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, je crois qu'il y a un rapport assez intéressant qui vient de sortir et qui chiffre le nombre de victimes de la terreur antiterroriste pour les seuls Irak, Pakistan et Afghanistan à 1 300 000 personnes. Si vous imaginez le charnier que peut faire 1 300 000, et puis on peut, sur base d'1 300 000 victimes juste pour 3 pays, on n'a même pas compté la Somalie, la Libye, la Syrie, voire qui est en droit d'être terrorisé. Alors sur la question de la laïcité, ça c'est aussi quelque chose, un mythe qu'il faut briser. Je veux dire, la mobilisation de la laïcité contre l'expression du religieux, c'est quelque chose de très très contemporain. Je veux dire, et encore aujourd'hui, le premier groupe politique au Parlement européen, c'est la démocratie chrétienne. Il y a eu des parlementaires qui portaient la soutane en France. Je pense que l'abbé Pierre a été parlementaire. Donc il y a aussi dans la mobilisation de la laïcité aujourd'hui un agent de répression, parce que je vais être un peu plus fort que Pierre là-dessus. Il y a une fonction de répression de l'indigène, en tout cas les indigènes musulmans, pratiquement ou pratiquants d'ailleurs, mais pour l'essentiel pratiquement. Parce qu'on se demande finalement parmi ces musulmans lequel c'est quoi un musulman aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est un musulman? Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous posez la question mais vous êtes musulman dans une société où il est construit comme musulman? Si vous lui posez la question est-ce que tu fais ces 5 prières par jour, vous risquez pas d'avoir la même réponse, et ainsi de suite. Donc et j'en reviens encore une fois à cette question de neutralité. Bon, neutralité, tu l'as bien dit Pierre, ça n'existe pas vraiment. Une pierre est neutre, un être humain... je vois très mal ce que peut être un être humain neutre. Je veux dire, on n'est pas neutre, ne fût-ce que par l'endroit où on est, la culture qu'on a, l'éducation qu'on reçoit, les concepts qu'on utilise, les mots qu'on utilise. Je veux dire, on parle avec des mots qui ont une charge idéologique, psychologique, idéologique. Donc, cette question de la laïcité, et on va encore revenir sur cette question de racisme épistémologique, parce que alors, disons que, et si la laïcité, finalement, on pourrait se dire, ouais, très bien, Sohail, on ne peut pas être neutre, mais on peut quand même accepter que l'État soit protégé d'intérêts catégoriels d'une église, par exemple. Très bien, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, l'État doit être protégé des lobbies, mais pourquoi plus protéger l'État de l'influence du CRIF, de son équivalent musulman, que des lobbies bancaires, par exemple? Je veux dire, nous avons un système éducatif qui, grosso modo, produit, légitime un ordre qui est au service du capitalisme, pour le dire de manière très très caricaturale, mais en tout cas de la modernité, du capitalisme, de la colonialité du pouvoir. C'est-à-dire que
en gros, tout étudiant qui sort de notre système éducatif, que ce soit en France ou en Belgique, a cette image que le progrès, il est situé ou en Europe ou aux États-Unis, que la religion, c'est au mieux du folklore qu'il faut accepter au nom de la tolérance parce qu'on est très joli et très esthétique, mais que tout ce qui a prétention à régir l'esthétique, l'économie, la morale, évidemment ne peut pas être religieux. Or, en tant qu'économiste, par exemple, les conceptions religieuses de l'économie sont infiniment plus esthétiques, plus belles et plus morales que notre ordre, que notre vision de l'économie dit athée, qui prétend n'avoir aucune créance, et ainsi de suite. Donc voilà, même sur cette question de la laïcité, je crois que le débat est piégé dès le départ. En fait, je pense que l'on piège ce débat si on le tient avec la pensée dominante et ses concepts. Encore une question? Oui. Oui. J'aimerais en fait je voudrais réagir par rapport au titre du livre de M. Thévagnan, par rapport à donc la haine de la religion. Alors, on est plus ou moins tous d'accord pour dire que, en tout cas, la problématique ici, enfin généralement ce qui occupe de plus en plus le champ politique, c'est l'islam, qui est perçu comme une menace par la population. Et alors je me demandais, dans ce cas-là, comment expliquer l'asymétrie dans le traitement politique de la, entre guillemets, problématique de la religion dans l'espace public, quand on a, moi je parle pour la France, hein, là, quand on a par exemple un Premier ministre, M. Manuel Valls, qui condamne les extrémismes, patati patata, le voile, etc. Et puis, par contre, va publiquement dire que les juifs peuvent porter fièrement leur kippa. Ah oui, qui sont l'avant-garde de la République. Oui. Voilà. Et juste avant, puisque Nathalie, quand elle vous a présenté, elle a dit que vous participiez à un site web. Les mots sont importants. Je me demande pourquoi est-ce que vous parlez d'islamophobie et de l'autre côté vous parlez d'antisémitisme et pas de judéophobie, quand on sait que le sens de l'antisémitisme comprend normalement les sémites, c'est-à-dire les peuples issus d'une région définie, et qui comprend les Arabes normalement, quoi. Ok. Une autre question? Tu attendras. Allez-y. Bonjour. En fait, je voulais savoir si, finalement, dans cette problématique, il n'y a pas un déni de responsabilité de la gauche dans ses valeurs. Je m'explique. En fait, j'ai l'impression pour avoir essentialisé ce problème, on parlait du musulman, etc., ne fût-ce que regarder le rapport Stasi de 2003, qui finalement explique en gros que, on parle du voile, mais l'affaire du voile, c'est aussi l'affaire des banlieues, l'affaire du chômage, enfin l'affaire du chômage issu de la question des banlieues, le problème d'immigration, etc. Donc au niveau de la droite et de l'extrême droite, c'est une aubaine dans ce sens que voilà, ils ont un petit peu compacté dans ce problème du musulman toutes leurs positions de prédilection. Et de l'autre côté de la gauche, ça les arrange aussi en ce sens que finalement, toutes ces problématiques, ils doivent se positionner en termes de justice sociale, ils doivent clairement se positionner pour défendre, entre guillemets, les opprimés de banlieue, etc. Et j'en passe. Mais finalement, là, ils se disent, parlons du musulman pour nous défiler, entre guillemets, pas pour nous défiler, parce qu'on n'arrive plus à défendre nos valeurs initiales, sachant que finalement, les musulmans, en termes politiques, en termes de conscience politique, ils n'y pèsent pas beaucoup en termes d'électorat, etc. Moi, j'ai pas bien compris ta question, Est-ce excuse-moi. qu'il n'y a pas un déni de responsabilité de la gauche? Parce que finalement, ils se disent, D'accord. on va parler du foulard pour... Ce serait une fuite en avant. Ouais. De pas des autres problèmes, donc la fonction de bouc émissaire, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Comme tu veux, Pierre. Ouais. Alors, sur là où les religions... Sachant qu'il est 6h moins 5. Ok, Donc, voilà. Sur là où les religions, ouais, j'essaie de m'en 6h04. expliquer dans l'introduction du livre, sur, effectivement, si le livre s'appelle La haine de la religion et qu'il aborde la question religieuse, et non plus frontalement comme j'ai pu faire dans d'autres écrits,
l'islamophobie comme racisme. Je m'en explique dans le livre, ça ne veut pas dire que je suis dans le déni du fait que, je l'ai encore dit tout à l'heure, hein, c'est la nouvelle règle de la laïcité, on l'impose qu'à une seule équipe. Hein, et la méfiance ou la défiance, ou ce que j'ai appelé cette nouvelle... là aussi, j'ai beaucoup filé la métaphore, effectivement, dans le livre, hein, religieuse, le revival, le regain, comme il y a les Christian Reborn, il y a les athées Reborn, hein, ceux qui se redécouvrent tout d'un coup athées, donc avec la ferveur du néo-converti, et qui en font un cheval de bataille. Bon, tout ça, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est évidemment... comme par hasard, entre guillemets, toujours quand il y a, venant frapper à la porte du parti ou venant candidater à la candidature pour une élection, une musulmane avec un foulard ou un musulman, etc. Donc oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Je m'en explique simplement en disant que, bon, je ne vais pas résumer, mais disons, d'abord, on n'est pas... il peut y avoir aussi... On n'est pas dans la tête des gens. Donc en fait, c'est un parti pris en fait du livre de dire ok, je vous fais acte de votre bonne foi, même si l'expérience m'a prouvé que dans énormément de cas, il n'y a pas bonne foi, parce que je vois les gens réagir sur ça et pas sur autre chose. Réagir quand c'est un musulman et pas quand c'est un juif ou un chrétien. Mais a priori, comme on ne connaît pas toutes les personnes qui viennent nous parler, c'est en fait un acte comme ça de dire ok, prenons le débat comme ça, je vous fais crédit de votre bonne foi. Vous êtes vraiment, votre problème, c'est vraiment la religion, toutes les religions. Et donc, je réponds sur ce terrain-là. Mais ce que j'espère, c'est qu'à la fin du livre, j'ai apporté suffisamment d'arguments pour que si la personne est vraiment animée de bonne foi et pas animée par le racisme, elle se rend compte qu'effectivement, comment dire, ces appréhensions n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc, c'est un petit peu un test, ce livre, quoi. Et je porte le débat, puisque c'est un des registres argumentatifs, de la même manière qu'à d'autres moments, on a pu faire sur le féminisme ou sur la laïcité, la même chose. Une des manières de proposer des contre-arguments, c'est pas la seule. On peut aussi relever, et c'est très utile, justement, dans les pratiques, dans les comportements, le deux poids, deux mesures, pour montrer qu'il n'y a pas que des féministes de bonne foi qui font la chasse aux voilés, loin de là, qu'il n'y a pas que des laïcs de bonne foi, qu'il n'y a pas que des anti-religieux équitables. Mais à côté de ce travail de repérage et d'objectivation du deux poids deux mesures, un des autres registres que je trouve utile aussi, c'est de prendre au pied de la lettre les gens et de dire ok, plaçons-nous sur le terrain du féminisme, je vais vous montrer que ça ne tient pas. Si on est féministe, on ne peut pas soutenir ce type de politique. Si on est vraiment laïque, on ne peut pas soutenir ce type de loi. Si on est vraiment si on est vraiment soucieux de l'émancipation et du progrès, etc., on ne peut pas être aussi primairement et bêtement anti-religieux, parce que, c'est des choses dont j'ai parlé très allusivement, mais parce qu'à chaque fois qu'au nom d'une religion, voilà, pour le dire simplement, et en fait c'est vrai aussi du communisme, je fais le parallèle dans le livre, et de toutes les idéologies, à chaque fois qu'au nom de l'islam, du christianisme, on a fait et justifié l'oppression, le crime, l'esclavage, la domination d'un groupe par un autre, à chaque fois, les victimes, les martyrs et les héros qui résistaient à cette oppression étaient des coreligionnaires et qui résistaient aussi au nom de la même religion. De la même manière que quand, au nom du communisme, on a déporté, massacré, tué, privé de liberté, les premiers martyrs et résistants à ça étaient d'autres communistes. Voilà, ce qui devrait suffire normalement pour arrêter les visions essentialistes qui considèrent que ce sont les idées d'abord qu'il y a des lectures univoques des corpus idéologiques et que les idées à elles seules engendrent des comportements monolithiques. Toute l'histoire et toute la sociologie est là pour nous prouver le contraire. Alors sur Valls, je suis d'accord à 100%. Je pense même que chez Valls, il y a un jeu machiavélique et extrêmement frivole, pour pas dire plus, à l'égard de la communauté juive et des juifs. C'est-à-dire il instrumentalise réellement des gens en les livrant là vraiment à la vindicte, quand dans la même semaine, il fait des déclarations belliqueuses, voire organise parfois des rafles de femmes voilées. Il y avait eu ça sur le Trocadéro à Paris. Et quelques jours avant ou quelques jours après, déclare ce qui en soi est une déclaration tout à fait légitime et c'est pas cette déclaration en soi qui est problématique. Les juifs doivent pouvoir porter fièrement leur kippa. Mais évidemment, quand
la même personne, le même responsable politique dit ça et ne dit pas l'équivalent et dit même tout le contraire pour une autre religion, évidemment qu'il participe, enfin il joue au pompier pyromane. Il va ensuite se poser comme, et c'est une technique de gouvernement ça, et de gestion de la population, d'organiser des divisions pour ensuite être celui qui va être qui va pouvoir incarner l'unité de la nation face au comment dire aux tensions communautaires hein, qu'il a lui-même créé, attisé. Donc par rapport à ça, sur la question du vocabulaire, juste islamophobie, pourquoi pas dire donc judéophobie, la question des mots. Je l'ai dit tout à l'heure sur je ne sais plus quel mot, les mots ils sont ce qu'ils sont, on les prend, ils n'ont pas, j'ai pas un rapport fétichiste aux mots non plus, on prend les mots tels qu'ils existent, ils peuvent se resignifier en fonction des contextes. Donc il se trouve que c'est historiquement antisémitisme qui s'est imposé en Allemagne puis en Europe à la fin du 19e siècle. On pourrait dire oui, en fait là chaque mot pourrait être... on pourrait dire judéophobie, islamophobie, ou alors antisémitisme, anti-islamisme ou anti-musulmanisme. À la limite, on peut discuter des mots. Ce qui compte surtout, c'est la définition qu'on donne aux mots. Et aucun serait, si on les prend au pied de la lettre et qu'on fait de l'étymologie, ça serait même certainement très dur d'en trouver un qui corresponde exactement et qui soit adéquat. Le tout est juste de leur donner, de s'entendre sur la définition qu'on leur donne. Par exemple, judéophobie comme islamophobie peuvent avoir comme inconvénient que de donner une vision peut-être trop... du côté de la phobie, c'est-à-dire trop irrationnelle, qui pourrait masquer tous les mécanismes qui font qu'il y a une rationalité, que c'est des modes de gouvernance, que c'est des choses qui sont promues étatiquement, qui correspondent à des systèmes de domination, etc. Anti-islamisme, musulmanisme, sémitisme ou ce que vous voulez, pourrait aussi avoir comme défaut le fait que on pourrait croire que, alors pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait hostilité déclarée. Or, il y a énormément de formes de racisme, que ce soit à l'encontre des juifs, des musulmans, des noirs ou d'autres groupes, qui sont parfaitement compatibles avec autre chose que de l'hostilité, de la condescendance, du mépris, du paternalisme. Donc, aucun terme à proprement parler sera parfait. Donc, moi, ça ne me dérange pas de dire antisémitisme pour racisme anti-juif. Peut-être à la limite, il faudrait dire, voilà, racisme anti-juif. Juste racisme. Oui, mais alors quand on veut préciser de quel racisme on parle, on préciserait anti-juif, anti-noir, anti-musulman. Ça pourrait être effectivement une très bonne solution. Mais voilà, les mots sont importants, mais au moins aussi important que les mots en eux-mêmes, l'usage qu'on en fait et les définitions qu'on leur donne. Et enfin, sur la question de la diversion, c'est une des dimensions que j'ai pu développer, pas tant dans ce livre que mais dans d'autres, et que beaucoup ont développé. C'est évidemment, il y a une dimension de diversion, mais à mon avis, pas seulement. C'est-à-dire que le voile, mais aussi le voile dévoile aussi. Et le voile ne fait pas que voiler ou dévoiler, c'est ce qui serait deux écueils. Donc, on va dire un écueil gauchiste, gauchiste blanc, qui voudrait être colorblind et en fait racisme blind. Hein, c'est-à-dire, là, effectivement, la conversion à l'ultralibéralisme, les démissions sur le terrain, des retraites de la Sécu, de tout ce qu'il faudrait faire sur le plan économique pour les banlieues et pour les pauvres en général. Et pour masquer tout ça, donc l'absence de projet social, etc., pour masquer ça, on balance une question écran, un faux problème. C'est une part de la vérité, c'est vrai, mais c'est réducteur et trop pratique pour cette gauche colorblind, racisme blind, parce que ça dévoile aussi le fait que ça prenne, le fait que ce soit ce thème-là qui soit choisi pour faire écran, hein, et pour en gros exciter les gens, et pas un autre. Pourquoi on choisit ce thème-là et pas un autre, et pourquoi ça prend et d'autres moins. Et qu'est-ce qu'on observe? Moi je vous dis, je vous ai parlé de cette année 2003-2004, j'y ai consacré tout un livre, mais depuis ça n'arrête pas. C'est dès qu'il est question d'islam, de voile, etc. Le racisme, mais le plus c'est aussi Bourdieu avait écrit un petit texte d'ailleurs là-dessus. Hein, comment des gens qui ont intégré des formes d'autocensure et un surmoi antiraciste, ça c'est moi qui retraduit un peu ce qu'il disait. Mais quand il s'agit quand c'est formulé en termes de voile et d'islam, là tout d'un coup c'est des discours beaucoup plus violents, brutaux et sans fioriture qui sortent. Donc j'essaie de ne pas perdre le fil. Il y a une dimension de diversion, mais il y a aussi une dimension, donc il voile
Donc toutes ces campagnes et toutes ces politiques, elles servent à voiler, oui, mais elles servent aussi à enfin elles servent, en tout cas, même si elles ne servent pas, elles dévoilent aussi. Ça serait le deuxième écueil, alors islamo-gauchiste, ou je ne sais pas comment l'appeler, ou d'une... qui intellectualiserait trop, ou intellectualiste, c'est-à-dire qui consisterait à dire « Ah oui, c'est très intéressant, c'est formidable ». Moi, j'ai vu sortir des textes comme ça, de gens qui sont de notre bord, qui signent les mêmes pétitions contre ces lois, mais qui nous disent finalement, tout ça, c'est très positif, parce que ça a permis vraiment de révéler et de rendre visible ce racisme alors certes, certes, mais donc il y a une troisième dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas que, on n'est pas que dans une politique comment dire, de ce que Rancière appelle du sensible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisibilisé, c'est très important. Oui, effectivement, ça sert à invisibiliser et à masquer des problèmes et des démissions. En même temps, ça révèle et ça revisibilise effectivement et rend flagrant certaines réalités comme le racisme. Mais on n'est pas que des analystes, il y a aussi des acteurs sociaux qui subissent de plein fouet, et des actrices en l'occurrence, quand il s'agit du voile, qui subissent de plein fouet des exclusions, des injures, des violences, des brutalités, des discriminations dans l'emploi, dans les études, dans tous les rapports sociaux d'une manière générale, à tous les étages et à tous les moments de leur existence. Et que ça, c'est aussi, donc, au-delà d'une technique de diversion, vous voulez donner des noms, technique de diversion, mais également, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mode de gouvernement et réaction. Effectivement, il y a toute une dimension de réaction du blanc triarcat face à l'émergence dans la société civile de toute une série de pratiques sociales, de dynamiques, d'auto-affirmation qui dépassant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, pas réductible à une spécificité ou pas enfermable dans une case qui serait le religieux, c'est un fait social de gens qui, justement, de manière décomplexée, estiment que désormais, sans avoir à, pour le coup, voiler leur voile, c'est-à-dire sans avoir à masquer une part de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont envie d'être, ou de ce qu'ils ont envie de reprendre de leur héritage, ou ce qu'ils ont envie de réinventer, le cas échéant, de leur héritage, bref, sans avoir à mutiler une partie de leur construction identitaires, investissent, ni plus ni moins que n'importe quel autre citoyen, la vie, l'existence. Donc, les études, le monde universitaire, l'école, les partis politiques, les syndicats, et si je suis dans le parti, je suis le candidat qui va représenter, ou la candidate qui va représenter le parti, etc. Bref, moi ce que je vois aussi, donc je vois dans cette gauche, effectivement, peut-être c'est pas les mêmes partis de la gauche justement, toute la gauche de gouvernement, il y a évidemment aussi cette dimension qui est claire, de diversion, de division aussi, de division. Mais, et là ça concerne toutes les gauches, y compris les gauches de rue, et pas que les gauches de gouvernement, eh bien, cette panique face à un ordre social et symbolique en train de bouger, dans une distribution des rôles bousculée. Vous n'allez plus être simplement les pauvres victimes qu'on défend, mais vous prenez la parole, eh bien, la chasse au voile peut être un moyen de réassignation, voilà, de renvoyer, c'est la formule que j'envoyais, qui était un peu brutale dans le racisme à peine voilé, de remettre à leur place ceux qui commencent par toutes sortes de biais, plus ou moins explicites, plus ou moins politiques au sens labellisé du terme, mais politiques dans tous les cas, par leurs effets, à se poser de manière décomplexée comme des égaux, tout simplement. Et je crois que donc il y a le côté diversion, mais il y a aussi le côté, alors quel nom on pourrait lui donner, réassignation, voilà, quelque chose comme ça, ou quelque chose de, comment dire, violence politique réactive, quelque chose comme ça. Oui, de manière. Je voudrais juste terminer sur ce que vient de dire. Oui, réaffirmation d'un privilège. Parce que pour souligner l'injonction paradoxale qu'il y a justement à définir, dans un temps, à définir une partie de la population comme musulmans. On construit la catégorie de musulmans et en disant « Ah oui, mais les musulmans, pas de politique. » Ok, bon. Là, on commence à dire « l'espace public, Et là, vous voyez un peu, c'est vraiment, je crois que ça résume tout. On ne veut pas de vous en politique. On veut dire restez à votre place, c'est ce que ça y a d'appeler l'assignation à la politesse. Vous êtes chez vous, restez en cuisine, ou restez bien calme et restez bien en bas. Voilà.
Juste pour conclure ce que vient de dire Pierre, je ne vais pas répondre aux questions parce que ça va faire doublon. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Je Faut- voudrais Nat. peut-être un petit peu... Oui, juste voir oui. si, à part vous... Les réactions, mais très courtes. Ah oui, le moment des réactions. ouais. oui. Il n'y a plus de questions, c'est maintenant les... Oui, c'est une réaction. Oui, une question? Oui, moi je voudrais revenir sur le terme d'islamophobie. Je ne veux pas revenir sur la définition du mot, mais sur le premier regard qu'a une personne qui voit une personne originaire, par exemple du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, c'est déjà de lui donner cette étiquette de musulman. Et je comprends par exemple la difficulté de l'accès à l'emploi, au logement, à des postes d'autres responsabilités, à la politique. Ce n'est pas le fait d'être musulman ou pas, parce que si je vois personne d'Afrique du Nord, de Moyen-Orient, je ne sais pas s'il est A priori musulman extrémiste ou juste pratiquant modéré ou pas pratiquant du tout. voire athée. Oui, ou qui s'est converti à une autre religion. Oui. Et c'est pour ça que je veux savoir est-ce que ça va au-delà de l'islamophobie ou pas. Moi, je pense qu'il y a une dimension de race. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit musulman, on entend l'imaginaire, c'est quoi? C'est c'est l'arabe, c'est le maghrébin et des choses comme ça. Parce que, bon, là, je veux dire, nous avions si on demande à un ordinateur de définir, de tirer au hasard un musulman, on dirait, prends-moi au hasard parmi des musulmans, ce qu'il tirerait avec une probabilité de 7 sur 10, ça serait d'abord pas un mais une, ça serait une femme, et elle vivrait en Asie. Mais effectivement, c'est pas ça dont on parle pas des femmes asiatiques. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension qui est, on reconfigure, on reconstruit, c'est un euphémisme de race. Hein, dire musulman, ça permet de ne pas dire les arabes, par exemple. Je ne pense pas que ça épuise toute la question, mais je pense que c'est une partie de la question. Ok. L'autre partie, à mon avis, mais c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure, il me semble, c'est que là, ce que tu viens de décrire, c'est ce qu'on pourrait appeler une métaphore, c'est-à-dire on déplace. C'est moins disciple dans la France d'aujourd'hui de dire arabe, bougnoul, bico, etc. Donc, c'est un nouveau nom, ça ne serait qu'un nouveau nom pour désigner les mêmes personnes. Pour une part, c'est évidemment, c'est ce que tu viens de décrire, les représentations, mais pas que. C'est-à-dire, il y a l'autre moitié du truc, mais qui correspond à ce que tu as dit un peu plus tôt tout à l'heure, c'est que par ailleurs, musulman, c'est pas qu'une métaphore donc, de la race, et de la race arabe par exemple, c'est aussi une race à part entière. Ça a été reconstruit comme une race, au sens où désormais, quelqu'un qui serait blanc converti à l'islam, ou qui serait... il y a aussi une racialisation du fait même d'être musulman. C'est pas que un nom, une coquille vide qu'on met pour parler des Arabes, mais en fait c'est le bon vieux racisme anti-arabe à qui on donne un nouveau nom, ou qu'on exprime, ou qu'on formule d'une manière plus sophistiquée. Non, il y a réellement... Par exemple, il y a eu des testings qui ont prouvé qu'il y a un supplément de discrimination pour une personne qui a le même faciès et le même nom de famille, à savoir une femme noire qui s'appelle, je ne sais plus si un nom très, très répandu, c'est pas Koulibaly, mais un nom très, très répandu en Afrique noire. Simplement, l'une s'appelle, comme c'est le cas, par exemple, des pays où on trouve les deux communautés en nombre, comme la Côte d'Ivoire, où avec le même nom de famille, on peut être une Christine, une Françoise ou une Khadija. Et évidemment, on teste des profils, des CV qui ont les mêmes compétences, les mêmes diplômes, les mêmes machins, la même photo. Pas de voile, hein, d'ailleurs, on n'a pas testé avec des voiles, mais juste un prénom qui indiquerait donc quelque chose, justement, par rapport à la culture d'un point de vue religieux. Et évidemment, on observe qu'effectivement, celle qui s'appelle Khadija, elle est beaucoup plus discriminée que l'autre, qui est également, elle, discriminée par rapport à un homme, par rapport à une femme blanche, etc. Donc, c'est pas réductible qu'à une histoire de changement de nom ou de métaphorisation. Il y a eu aussi tout simplement. Il y a un texte que je vais finir par sortir, mais jusqu'à présent, c'est des choses qui étaient orales dans les discussions, et ça rejoint la question du terme islamophobie.
Les gens disent, mais non, il n'y a pas d'islamophobie ou c'est pas un racisme parce que, voilà, islam, c'est pas une race. Alors, voilà, on passe notre temps à devoir répondre à des choses aussi stupides. Oui, On dit, l'essentiel bon, de cette question. donc ça veut dire que si vous êtes contre l'antisémitisme et que vous pensez que c'est un racisme et que vous pensez qu'il y a une race juive, c'est très intéressant. Bon, il y a plein de réponses possibles, mais la réponse à laquelle je suis arrivé, la plus concise, c'est de dire, bah si. Si, c'est une religion. Au départ, c'est pas une race. Au départ, c'est une religion. Des gens de toutes origines, de toutes couleurs de peau, de tout coin du monde peuvent être musulmans. Ça n'a rien à voir avec une race, c'est une religion. Mais par ailleurs, dans l'Europe et dans la France en particulier de ce début de 3e millénaire, dans le contexte social et politique, c'est aussi de la même manière qu'à d'autres moments, ça a pu être des traits biologiques, des traits réels ou supposés biologiques ou autres qui ont été l'instrument d'une racialisation, c'est construit comme une race. Parce qu'une race, c'est quoi? Pour le dire rapidement, c'est lorsqu'on essentialise, altérise, infériorise un groupe humain pour associer ça ensuite à une inégalité de traitement. Or, est-ce que dans l'Europe d'aujourd'hui, le groupe des musulmans, et dans la France en particulier, par exemple, en Belgique, c'est pas un groupe à propos duquel, de manière massive et autorisée, se construit un discours qui dit ce sont tous les mêmes, ils ne sont pas comme nous, fondamentalement dit. Donc essentialisation, altérisation, infériorisation, ils sont moins capables de ci ou de ça, de respecter leurs femmes par exemple, et leurs femmes de comprendre, d'avoir envie de s'émanciper. Ils sont plus homophobes. Ils sont plus, ouais, donc ils ont plus de tard. Donc, alors infériorisation et ou diabolisation, c'est des menaces, quoi. Donc ériger soit en être qui ont besoin d'un tuteur, soit en menaces dont on a besoin de se protéger, mais les deux justifiant des privations de droits et des traitements spéciaux dans le sens du moins mieux, hein, dans le sens bon, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas tout ça à propos des musulmans dans l'Europe d'aujourd'hui, y compris dans des lois parfois en France? Oui, donc c'est la définition d'une race. Le racisme n'a pas besoin qu'il y ait des races qui existent, sinon sur le plan biologique, parce que sinon, justement, on sait, c'est prouvé depuis longtemps que ça n'existe pas, donc il n'y aurait pas de racisme. Le racisme, c'est pas donc une certaine manière de traiter des races réellement objectivement existantes, c'est le fait de construire des groupes comme des races, c'est-à-dire de les traiter de la manière que j'ai dit, comme des entités homogènes, absolument radicalement différentes des autres, et de moindre valeur, et le tout servant à fonder et justifier une violence ou une inégalité de traitement. C'est exactement ce qu'on observe sur les musulmans. Donc musulman est tout simplement oui, être musulman aujourd'hui, enfin l'islam est une race, donc l'islamophobie peut être le nom d'un racisme. Mais j'aimerais juste tordre le cou pour le même prix à un autre mythe. C'est pas une constante anthropologique le racisme pour autant. Ça apparaît vraiment avec l'apparition de la modernité, du colonialisme, du capitalisme et des choses comme ça. J'ai pas le temps de développer, mais la littérature le montre. Donc c'est une euphémisation aussi du racisme. Mais oui, mais ça a toujours été comme ça, et choses comme ça. Ça c'est aussi un truc qu'on n'a malheureusement pas le temps d'en discuter ici, mais c'est un autre mythe que j'aimerais ici. Mais, Nat, je ne sais pas si on a encore le temps. Ah oui, mais on n'a pas répondu à toutes les questions. Il est 6h20. Je crois que tant que la personne n'est pas venue. Ouais. Oui, c'est ça. Okay. On se donne jusqu'à 6h30. Hein. Non, c'est parce que comme on ne loue pas et que les gens nous prêtent gracieusement. On avait dit qu'on terminerait à 6h, et voilà, mais on a pris un peu de retard dans le démarrage. Ouais. Donc, d'accord, hein, ok. je ne crois pas qu'on gêne. Hein, donc, ça va, ok. Alors on peut continuer. En fait, voilà. Mais, oui, je vais essayer de raccourcir. Essayons d'être brefs dans les interventions. Maintenant, moi, je me suis aussi donné la peine d'essayer de comprendre, d'avoir le dialogue, d'écouter le dialogue, le discours de la gauche, si on peut dire, ou de l'athée ou de laïque, etc. Et il y a un problème quand même à la racine, c'est qu'on est en train de gérer le phénomène religieux comme étant une sorte d'appartenance à un courant X, Y ou Z, quel qu'il soit, sans justification, sans raison d'existence de ce courant même. Je veux dire, aujourd'hui, quand on parle de religion, on est soit par définition chrétien ou juif ou musulman ou athée ou tout ce qu'on veut, mais on ne se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'il y a une religion, pourquoi est-ce que les sociétés ont eu une religion quasi tout le temps. Et là, il y a un problème qui ressort, c'est qu'il faut retourner à l'origine de la religion. Et les premières religions, qu'est-ce qu'elles avaient comme raison, comme principe, comme explication, comme courant qu'elles avaient? Et ce qu'elles avaient, c'est de donner une certaine vision de la vie, de la nature, pour que la personne
dès le jeune âge, puisse se sentir en paix avec lui-même et avec les autres, et avec la nature, puisse retrouver sa place dans cette nature et ne soit pas, dans une certaine manière, en guerre avec lui-même, avec tout son entourage. Et ça, c'est une spiritualité qui permet à la personne d'être en paix. Et le fait d'être en paix, c'est automatiquement être en bonne santé aussi. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le passé, on n'avait pas la médecine. Aujourd'hui, on a la médecine, mais elle a ses limites. Et donc, on a toujours besoin de ce besoin d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Et donc, les religions sont, à l'origine, partent de ce principe-là, de pouvoir donner un certain équilibre à l'humanité. Le problème apparaît où? Le problème apparaît avec le monothéisme, qui dit il y a un seul Dieu et c'est le mien, donc tous les autres c'est du n'importe quoi, c'est pas accepté. Ça c'est le gros problème de la religion, et ça commence avec le judaïsme qui utilise Dieu pour élever un peuple, une race ou tout ce qu'on veut, au-dessus des autres. Et là il y a un problème déjà qui commence. Dans le christianisme, le fait de déclarer Dieu, Jésus, fils de Dieu, c'est aussi... Il y a un problème de discrimination des autres parce qu'on se donne le droit de parler au nom de Dieu unique et on est le seul représentant de Dieu unique. Et ce courant-là devait être arrêté pour l'humanité parce que c'est d'une certaine manière criminel. Parce que ça permet à certains de s'ériger au-dessus des autres. Et l'islam fait cela justement, c'est-à-dire ça reste un monothéisme, mais Dieu n'est pas connu, on ne le connaît pas. Il est simplement le Dieu de toute l'humanité. Et donc, il recentre le débat, il définit clairement Dieu pour permettre à chacun de s'y retrouver et de ne pas déclarer un peuple ou une nation ou une religion au-dessus des autres. Et il recentre une bonne partie du débat à redonner la paix, la tranquillité à chaque être humain. Okay. Et tant qu'on n'a pas recentré le débat entre laïque et religieux en considérant ce qu'est réellement la religion, ce qu'est sa fonction, et qu'en restant dans des aspects appartenance, c'est clair qu'on sera tout le temps en guerre, en conflit de philosophie. Et nous sommes aujourd'hui dans ce climat bien précis. Et à cela vient s'ajouter l'aspect, la guerre qu'Israël, les sionistes mènent contre le monde entier, toute l'humanité. Oui, attendez, on va... Et je vais en arrêter là. Mais voilà. En utilisant cela, ils ont commis le 11 septembre, ils l'ont mis sur le dos des musulmans pour pouvoir stigmatiser les musulmans. Faudrait donc quand même... ça, c'est le plan B. Excusez-moi, oui, on va arrêter là. Je peux comprendre. Ouais, peut-être juste une réaction. Je ne pense pas que le sionisme soit en guerre contre le monde entier. Le sionisme, il est en guerre contre les Palestiniens. Et ça fait déjà assez de dégâts, donc on va... Donc, Par contre, nos gouvernements, eux, sont bien en guerre contre une grande partie de l'humanité. La seconde, je ne pense pas que les religions ou les idéologies soient par nature progressistes ou réactionnaires. Dans la théologie chrétienne, il y a eu la théologie de la libération et il y a eu l'acquisition. Dans les grands écrits religieux du livre de Bouddha, en passant par Confucius, en passant de la tradition islamiste, on trouvera du bon et du moins bon. Donc, il ne faut pas non plus essentialiser la religion, ni dire de Dieu ce qu'il est, et lui donner une propriété ontologique. Soyons modestes. Madame voulait encore intervenir tout à l'heure. Oui, je voudrais réagir à deux choses que vous avez dit, M. Thévagnan. D'une part, le fait de concevoir la laïcité comme injonction à la neutralité, en tout cas en ce qui concerne l'école, on voit encore des exemples d'extension de cette injonction, parce qu'on a eu le cas récemment d'une accompagnante d'un parent, quand une femme voilée. Ça posait problème qu'elle accompagne les enfants lors d'une excursion scolaire. Donc on ne sait plus comment faire déborder ce concept pour forcer les gens à adopter une certaine vision du monde. Et d'autre part, vous avez parlé du
du côté cocasse au fait de voir d'un bout à l'autre du champ politique français des responsables politiques invoquer le principe de laïcité contre la communauté musulmane. Et c'est Jacques Rancière qui, dans une récente interview, en parlait et expliquait que le glissement du concept de laïcité, qui au départ était une façon de structurer les pouvoirs temporels et spirituels, est devenu en fait une valeur républicaine. Et c'est ce qui permet tant à des représentants du NPA qu'à Mme Nadine Morano d'invoquer ce principe et cette valeur, et qui en fait par là même un instrument de domination et d'exclusion totale. Parce que si vous n'adhérez pas à nos valeurs, ce qui est beaucoup plus fort qu'un simple système d'organisation de l'État, eh bien vous ne pouvez pas faire partie de la communauté nationale. Et voilà, c'est ce glissement-là qui est de plus en plus dangereux et qui fait le jeu de tous les partis politiques au-delà des simples extrêmes classiques qu'on désigne toujours comme étant le Front National et autres. Oui, deux mots. Oui, c'est bien conclu. Ouais, je suis d'accord à 100%. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs ou pas. Mais quand je disais séparation des, on est passé à la séparation des cheveux et du tissu. C'est que effectivement, on en fait un dress code. C'est-à-dire, mais au sens strict, c'est très grave. C'est-à-dire, ce qui était un principe d'organisation des relations entre les gens devient un modèle identitaire de comment une partie des gens doivent être. Effectivement, et c'est par là qu'on rejoint la question du racisme, effectivement. Ça devient une valeur, une norme, un modèle identitaire, un modèle de comportement. Être laïque, c'est plus être en opinion favorable à un certain mode d'organisation de la société, c'est un trait de personnalité. Je suis laïque et c'est une manière de vivre, de s'habiller, de se présenter, de sourire peut-être, comme dans les magazines, de faire des sourires gentils. De manger, bien sûr. Donc un mode de vie, un régime alimentaire, un dress code, etc. Et puis sur l'extension, on a connu ça bien sûr en France à très grande échelle, c'est la circulaire Châtel à partir de 2012. Il y a encore un collectif qui est mobilisé, qui s'appelle Maman Toutes Égales. C'est effectivement un des grands lieux d'extension sauvage comme ça de la loi de 2004, et de cette nouvelle, entre guillemets, laïcité, c'est effectivement les sorties scolaires. Voilà. Et Rancière, pour finir, effectivement, je repense à un texte qu'il avait sorti à l'époque en 2004 qui était intéressant parce que là encore, la laïcité s'énonce parfois par et la politique en général et le champ social avec des métaphores sociales, avec des métaphores religieuses, parce qu'effectivement, ce qu'on peut pointer dans la religion pour le critiquer ou pour le valoriser d'ailleurs, on se rend compte que ça existe sous des tas de formes dans des sphères qu'on a l'habitude d'appeler, de ne pas voir comme religieuses. Une des manières dont le discours laïciste, y compris celui du camp adverse, pseudo-laïciste, néo-laïciste, se formulait, c'était un registre religieux qui était l'école doit être un sanctuaire. Je cherchais le mot, un sanctuaire. Et pourquoi pas, d'une certaine manière, cette métaphore religieuse, elle dit bien quelque chose de, y compris la bonne laïcité old school que je défends. Parce qu'effectivement, ça doit être un lieu pacifié, alors que la vie sociale, justement, c'est un espace de domination, de conflit. Donc, de ce point de vue-là, oui, pour les enfants, ça doit être un espace un peu plus protégé, où il y a des règles un peu plus justes et un peu moins brutales que celles de dehors, pour qu'on puisse étudier, apprendre, réfléchir, méditer, se former, etc. Autant que possible. Ça doit être ça. Donc le sanctuaire. Voilà. Sauf que Rancière disait une chose intéressante. Il disait, mais justement, si on veut que l'école, pour être laïque dans le bon sens du terme, soit effectivement une forme de sanctuaire, reste sanctuarisée, eh ben, c'est que les querelles de dehors ne doivent pas y entrer. Et donc, contrairement à dehors où un voile met tout le monde en furie, à l'intérieur, un voile doit être un vêtement d'une élève comme un autre qui ne nous empêche pas de continuer à étudier. Donc il retournait l'argument et comme ça le thème de sanctuaire, de sanctuarisation de l'école, en disant, là encore, comme moi j'ai pris au mot certains de mes interlocuteurs, ils les prenaient au mot, sanctuarisons effectivement l'école, et donc n'importons pas dans l'école les violences politiques qui se déchaînent contre les musulmans et contre les musulmanes. Ok. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cette conférence vous a intéressé.